passe à Découvre Bitcoin. Roxy, je vais te laisser parler. Enchanté. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas encore, même si je sens que dans le chat, il y en a beaucoup qui suivent mon contenu, donc j'ai envie de vous dire merci beaucoup à vous déjà d'avoir soutenu ce projet pendant si longtemps. Donc Découvre Bitcoin, c'est vraiment un univers éducatif autour de Bitcoin pour essayer d'accélérer l'adoption et faire comprendre aux gens l'ampleur que j'ai essayé de décrire. À savoir séparer la monnaie de l'État, réussir à retrouver de l'anonymat en ligne avec des transactions, réussir à obtenir un système sans banque, sans intermédiaire de confiance, réussir à devenir l'individu souverain de demain. Alors c'est une mission qui est absolument impossible et pourtant on essaie. On essaie parce que si on n'y arrive pas, ça va pas être fou le futur. Donc je pense que c'est possible d'y arriver à petite échelle, mais si tout le monde essaie à son échelle et apprend à son voisin à faire aussi une part de choses, on peut peut-être y arriver. Donc ça commence très simplement en prenant le contrôle de nos clés. Après la deuxième étape, c'est s'éduquer sur pourquoi est-ce que c'est important d'un point de vue philosophique et économie. Après, ce sera peut-être aller faire tourner son nœud, comprendre comment marche Bitcoin. Et après, on ira beaucoup plus loin dans le Lightning et accepter Bitcoin pour son business. Donc c'est vraiment une chaîne pour les débutants, mais également pour les gens un peu plus poussés, pour essayer d'offrir un maximum de ressources pour les pros, principalement. Donc il y a toute une partie, on va dire, personne lambda, vous, moi, utilisateur. Par contre, vraiment, à long terme, ce sera une chaîne qui va plus être basée quand même sur des pros, c'est-à-dire comment gérer sa compte en Bitcoin, comment bien se gérer sa liquidité, comment bien structurer des thèses d'investissement dans son épargne. Donc ce sera pas du contenu enfantin, on va dire, ce sera pas du contenu trading devient riche rapidement, ce sera toujours du contenu on va prendre l'effort d'apprendre et de petit à petit mettre ce qui est nécessaire pour que la société puisse s'adapter. Et quand je dis société, c'est aussi bien donc les utilisateurs que les vraies sociétés, les entreprises, on va dire. Donc toutes les sociétés et entreprises vont devoir s'adapter. Petit à petit, c'est important que le jour où ils doivent le faire, le comptable a des ressources avec des vidéos de comptables, qui est les avocats, qui fait des vidéos avec des avocats. Que les gens en tech et des vidéos avec des trucs tech. Alors pour l'instant c'est vraiment le début de ce projet, je l'ai lancé un petit peu sans trop savoir dans quoi je me lançais. J'avais découvert Bitcoin, j'avais tradé, j'avais beaucoup suivi tout cet écosystème non-stop. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin, du coup j'ai lancé les premières vidéos. Finalement il y a eu beaucoup d'engouement. Comme il y a eu beaucoup d'engouement, j'ai décidé de continuer. Aujourd'hui j'en ai fait un temps plein, on va dire. Alors même si ça rapporte pas, j'avais d'autres activités avant, donc je peux me permettre de prendre une année, on va dire, complètement off, juste à travailler sur Bitcoin, ce qui est quelque chose qui est quand même assez rare à mon âge ou de nos jours, donc ça c'est plutôt cool. Et donc quitte à prendre une année off en bull market, je vais pas simplement m'amuser à regarder le prix tous les jours et voir que je gagne de l'argent, je vais essayer d'éduquer un maximum de gens pour qu'ils tombent pas dans des shitcoins et les erreurs de débutants comme on a pu les faire. C'est à peu près ma mission. Donc aujourd'hui, je produis en moyenne 3-4 vidéos par semaine, 3 vidéos. J'essaie de maintenir un site internet où j'essaie de créer des nouvelles pages assez régulièrement sur l'art, la crise économique, les cypherpunk, l'histoire de Bitcoin, les jeux vidéo par rapport à Bitcoin et Lightning. J'essaie vraiment d'explorer toutes les facettes de cette industrie, sachant que encore une fois, c'est quelque chose qui est impossible. Tu te rends compte quand tu commences qu'il y a juste trop de choses à dire. C'est absolument trop gros le terrier du lapin. Donc l'idée c'est toujours de commencer à descendre et une fois que les gens sont assez profonds, assez sécurisés, ils peuvent partir là où ils ont envie. Si les gens veulent trader, qu'ils aillent trader, c'est pas mon problème. S'ils veulent aller sur des shitcoins, ils peuvent aller sur des shitcoins. S'ils veulent aller sur RGB, j'essaierai de leur donner les ressources pour qu'ils commencent à aller sur RGB. C'est vraiment l'idée, sachant que je vise forcément la prochaine génération. Je me suis rendu compte à travers mon travail que c'est fun d'éduquer les adultes, c'est plus fun d'éduquer les enfants, ou les adolescents du moins. Donc j'ai vraiment un focus principalement pour les lycéens, où ces gens, ils apprennent pas ce qui est peut-être à mes yeux fondamental pour une société à l'école. Donc on essaie de rectifier le tir à l'échelle humaine. Je fais des vidéos tout seul, je les ai fait en 3 langues au début, anglais, français, espagnol, j'ai tout créé dans 3 langues. Aujourd'hui je suis principalement français, même si je relance petit à petit les autres langues, parce que c'est juste trop de boulot et c'est assez compliqué. Mais c'est principalement mon travail aujourd'hui, c'est créer du contenu pour vous, pour la communauté. Il y avait un trou complet, on va dire, dans l'écosystème francophone. Alors c'est pas contre tous l'univers francophone, mais personnellement je vous connaissais pas avant. Je vous ai découvert il y a 6 mois, il y a un peu moins d'1 an, il y a 6 mois. Alors je suis très content des rencontres que j'ai fait dans cet univers francophone, mais clairement en fait vous aviez un trou incroyable. En fait il y avait rien quoi sur
sur YouTube ou ailleurs en éducation, il n'y avait pas grand-chose. Alors tu avais fait un super boulot avec Cryptodidacte, mais en termes de tutoriels, de cours, de formation, c'était vide, quoi. Et donc quand je suis retourné en France avec le Covid et que j'ai remarqué ça, je me suis dit putain, mais là le jour où on part en bull market, tous mes potes vont me poser des questions, je vais devoir répondre à tout le monde individuellement, tout le monde va se faire arnaquer, tout le monde va perdre, la France va encore prendre du retard. Bon bah voilà, je suis quand même à la base français, même si j'ai toujours vécu à l'étranger quasiment. Je vais peut-être essayer d'aider un maximum l'écosystème. Et c'est là-dessus, c'est comme ça que j'ai commencé. Et maintenant, j'essaie de continuer au fur et à mesure. Alors j'avoue que je suis un peu moins à fond qu'avant, mais petit à petit, brique par brique, je crée le site, je crée la formation, je crée la chaîne YouTube. Et on verra ce que ça donne. Il y a tellement à dire, tellement à faire que je me suis rendu compte que ça sert à rien d'aller vite. Faut juste continuer à produire petit à petit. Ouais. C'était une grosse introduction à mon contenu, à mon cours, mais en tout cas pour tous ceux qui m'ont suivi, partagé, liké, toi y compris, t'es l'une des premières personnes en France à m'avoir lancé l'été dernier. J'avais juste posté un poster sur Reddit, Bitcoin, en plein bear market, en plus, c'était mort, il n'y avait pas de volatilité, pas de traction. Tu l'as vu, tu l'as partagé, et j'ai eu plein de personnes qui sont tout de suite venues alors que j'étais pas encore prêt. Ça m'a forcé à lancer tout le contenu, ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort et lancer le projet. Donc merci à toi Cryptodidacte pour m'avoir poussé, littéralement la première personne à m'avoir poussé en France. Voilà, et donc un an après, un peu moins, je suis avec vous ici en live avec quasiment 100 vidéos sur le YouTube, 3000 abonnés, 3500 sur Twitter, 1000 étudiants sur le Teachable, des formations, des conférences et à organiser et participer à Surfing Bitcoin. C'est quand même assez ouf, donc merci beaucoup à toi et à tout le monde dans le chat. Eh ben super présentation. Et puis non mais c'est normal comme tu dis, en France je pense qu'on a un gros manque au niveau de tout ce qui est l'éducation et la pédagogie. C'est pas une tare de le dire, c'est un fait. Je pense que si on avait autant de vulgarisateurs qu'on a de traders sur les réseaux, on serait peut-être plus riche en tant que nation. Je pense qu'on serait peut-être plus riche en tant que nation. Je pense aussi qu'il y aurait juste beaucoup de gens, alors ça c'est un autre débat, mais qui seraient plus riches tout court. D'ailleurs, parce que je suis d'avis que dans cet écosystème, si on est vraiment là pour se faire de l'argent, ta meilleure arme, c'est pas le trading, mais c'est la patience. La patience et savoir ce que tu fais. Donc voilà, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ouais, c'est super d'avoir du contenu éducatif et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai proposé de venir très rapidement ici, parce que tu fais partie de ces contenus qui sont super chouettes à suivre. En plus, avec une patte graphique qui est vraiment à toi. J'ai fait défiler ton site pendant que tu parlais, mais voilà, le poster dont il parlait, alors c'est pas celui-là exactement parce qu'il a été refait tout ça, mais c'était le même principe. C'était un poster qui était tout en longueur, où tu avais vraiment le lapin qui tombait dans le terrier et qui découvrait petit à petit tout ce qu'il y avait à faire. Donc ouais, c'est super intéressant ce que tu fais. Donc voilà, bonne soirée John. Salut John. C'est ça, graphique parce que bon, j'ai toujours été un petit fumeur, on va dire, et un jour je me suis dit, mais en fait, Bitcoin c'est un terrier. À un moment, juste, je vais reprendre le Bitcoin Rabbit Hole, quoi. Et je vais créer en anglais comme Bitcoin Rabbit Hole. En français, le terrier du Bitcoin, j'ai le nom de domaine, mais ça rend un peu moins bien. Alors j'ai créé Découvre Bitcoin. Mais l'idée, c'est vraiment ce petit lapin qui, complètement naïf au début, explore au fur et à mesure. Et quand t'es dedans, t'es dedans, tu vois. À un moment, tu peux pas ressortir, c'est impossible. Tu te rends compte que ça va englober le monde, tu te rends compte qu'il y a tout à apprendre, tu te rends compte que même si tu t'en fous finalement d'un aspect de Bitcoin, tu as tous les autres aspects qui sont intéressants. Et j'aime bien ma petite infographie. Alors je sais pas dessiner, c'est ça qui est rigolo. Je sais pas coder, je sais pas dessiner. Alors comment est-ce que tu fais tes infographies ? Moi c'est une question que je me suis toujours posée, vraiment à titre purement personnel. Où est-ce que tu trouves tous tes petits dessins ? Parce que moi qui sais pas dessiner, je serais incapable de faire ça, tu vois. J'ai payé quelqu'un, tout simplement. En fait, j'avais créé le... Alors, c'est moi qui ai tout créé, c'est juste que j'ai payé des pixies à une dessinatrice qui s'appelle Ishani. Limite, je peux vous... Va tout en bas du site, j'ai mis son nom. Non, on va dans le projet et tu vas dans page de soutien, un truc comme ça. Et il devrait y avoir ses coordonnées. Ou information, peut-être. C'est pas soutenir le projet, c'est pour soutenir le projet. Ça doit être information. Mais bref, du coup, Ishani, qui est une personne que je connais, qui fait des dessins, elle est très talentueuse. Et je lui ai expliqué mon projet et je lui ai dit, bah voilà, moi je sais pas dessiner, mais si tu me crées ces petits dessins,
mes pixies en fait que j'appelle, donc c'est littéralement des fichiers PNG, hein, donc mon lapin dans différentes formes, bah moi je vais pouvoir derrière m'amuser à le créer comme j'ai envie. Et c'est ce qu'elle a fait. On s'est donné un budget, elle m'a créé le logo, elle m'a créé le décor du terrier, elle m'a créé mes tunnels, elle m'a créé 2-3 images. Et avec ça, moi je me suis simplement amusé à découvrir ce que c'était Photoshop. J'ai appris à créer le site, j'ai pris les images, je les ai mis, j'ai fait en sorte que tout s'aligne, j'ai créé une sorte de mini jeu vidéo. Enfin, c'est pas un jeu vidéo, mais j'ai imaginé comme un jeu vidéo, j'ai toujours joué dans le vie. Et après, au fur et à mesure, j'ai payé d'autres freelancers pour me faire d'autres pixies. Donc, j'ai payé un autre freelancer pour me faire, par exemple, mes baleines, mes murs, mes clés privées, ma blockchain, mon Lightning Network. Donc, au fur et à mesure, en fait, où je faisais des vidéos de plus en plus poussées, je me rendais compte que j'avais besoin d'images. À chaque fois, je prends des freelancers et je leur dis, bah, ça, c'est ma patte graphique. Moi, je sais pas dessiner, mais c'est ça que vous devez essayer de répliquer pour faire différents objets. Allez-y, amusez-vous. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué, dont Sarah, qui était la dernière personne à avoir contribué. Ok. Et après, moi, sur Photoshop, j'apprends à les assembler. Je suis une quiche en dessin, je sais pas dessiner, mais petit à petit, j'ai passé. En fait, souvent, quand les gens me regardent travailler, ils me disent, mais qu'est-ce que t'es inefficace? Et c'est vrai que je suis super inefficace parce que je sais pas dessiner. Je sais pas utiliser Photoshop. Donc ça veut dire que si j'ai une retouche, bah, je peux pas faire de retouche, ou alors je dois la faire au pinceau pixel par pixel parce que je sais pas dessiner. J'ai pas de tablette graphique, donc c'est beaucoup d'erreurs et de refaire. Et après, j'ai appris également à monter. Je savais pas du tout monter. Je savais pas faire de vidéo, mais j'ai appris à le faire sur le tas du coup. Et à force d'essayer, bah, ça rend plutôt bien, on va dire. Et je sais pas coder, donc le site c'est du WordPress avec Elegant et Divi, littéralement du point and click, c'est des images que je mets, c'est pour ça que mon site est pas du tout référençable, parce qu'en fait il n'y a pas de texte dans mon site, c'est des images. C'est un truc que les gens me prennent pour un malade, mais clairement la première page que tu es en train de voir là, il n'y a pas de texte, c'est des images. Qui sont... Mais j'ai utilisé... Non, je disais juste, j'ai utilisé WordPress avec exactement Elegant et Divi, donc en plus je vois très bien du coup comment est-ce que tu fais ça derrière. Ouais, c'est ça. En fait, à un moment, j'avais essayé de faire les backgrounds WordPress avec du texte pour qu'ils soient bio-référencés. Sauf que quand tu passes de mobile à tablette, c'est le bordel. Donc, en fait, j'ai juste créé ma charte sur Photoshop et je l'ai créé par image. J'ai mis image. Mais à un moment, je faisais ça en même temps que créer tous les PowerPoint parce que là, vous ne voyez pas, mais en gros, donc j'ai toute une cours formation qui s'appelle Découvre Bitcoin sur Teachable. Où l'idée c'est de le diviser en 6 niveaux, donc une remise à jour, qu'est-ce que c'est Bitcoin, qu'est-ce que c'est d'un point de vue tech, c'est quoi les portefeuilles, tutoriel portefeuille, c'est quoi les échanges pour acheter ou obtenir des Bitcoins, et après du coup, bah, tu peux descendre et là tu auras le curriculum. Voilà. Tu devrais, voilà. Et après ça va être tutoriel pour créer ces plateformes d'achat, puis plan d'héritage. Dans chacun des chapitres, il y a un PDF super complet, vachement détaillé avec des ressources, des liens, des images, des dessins, parce que je pense que ça doit être super interactif. C'est un peu comme un livre que j'ai créé finalement. Mais encore une fois, mes potes me disaient, mais attends, t'es en train de créer un site internet avec des PDF, t'es complètement fou. Mais il n'empêche que mes PDF, je les ai réexploités sur un cours Teachable, que j'ai réexploité dans des descriptions de vidéos, et au fur et à mesure, ça donne un truc qui a un peu de la gueule. C'est vraiment du scotch que j'ai fait. Enfin, j'ai pris des bouts un peu de tout ce que j'avais et au fur et à mesure j'ai créé ça. J'ai essayé de l'entretenir, donc c'est-à-dire que là en ce moment j'ai rajouté par exemple le multisig, à voir si je crée un deuxième cours ou pas, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est du rafistolage éducatif. Ouais, je vois. Il y a pas mal de réactions dans le chat. Alors déjà, beau boulot. Je te connaissais pas Roxy, mais t'es au top, vraiment cool. Donc ça c'est Madmat, quelqu'un du Discord, très actif du Discord. Et Menio aussi qui t'a dit plus ou moins la chose juste après. Merci à toi Roxy pour le temps que tu consacres aux débutants, même si je te découvre ce soir. C'est super que des gens tiennent du contenu à jour en FR pour tous ceux qui arrivent dans la cryptosphère. Voilà, donc les 2 experts du Discord qui t'ont adoubé, c'est beau. Et sinon... Merci à vous pour tous les nouveaux. Franchement le plus simple c'est de me suivre sur YouTube et Twitter. Exactement. C'est là où je poste assez souvent. Vince, je te suis depuis le début, Roxy, au top ce que tu fais, bravo. Ah. Allô. Oui. Ah, t'es revenu rapidement. Parfait. T'as disparu. Bon, je vais continuer à lire le chat en attendant. Tac tac tac. Tas qui fait salut tout le monde. Salut Tas. T'es arrivé en retard, t'as pas fait le quiz du coup. Et c'est le site par lequel j'ai découvert le Bitcoin. Merci à toi, tu m'as énormément aidé à me lancer. Voilà.
Après, il y a Menu, mais ça peut-être avoir Menu limite peut-être avoir en privé avec Découvre Bitcoin, enfin avec Roxy si jamais tu as des conseils ou des idées qui peuvent l'aider sur son site ou quoi que ce soit pour être pour que ce soit plus simple. Roxy devrait être reconnu d'utilité publique, clairement, Joss. Je te connaissais avec tes vidéos pour Stackinsat. Ah, c'est rigolo ça. Bah voilà. Maintenant tu connais Roxy pour aussi Découvre Bitcoin. Hop. Alors. Roxy et Sakam, à chaque live, ça me bute. Ouais, c'est en train de revenir, certainement un abonné de plus d'ici peu, je te connaissais pas non plus. Et bah voilà, et bah n'hésite pas à aller t'abonner, Yax. Et j'ai vu qu'il y avait aussi le compte de Monte Crypto qui était dans le chat. Et du coup, bonsoir le compte. Très ouais, alors ma cam, en effet, c'est vrai qu'à chaque. En fait, elle a une batterie de 1 heure. Donc, déjà, quand tu dépasses les 1h30, elle s'éteint. Donc, je change de batterie au milieu du live. Et en plus, j'ai pas encore réussi à comprendre le focus. Ouais. Donc, les 30 minutes, ça arrête d'être en mode vidéo. Ouais. Et du coup, je défocus et ça me rend flou. Donc, il faut que je fasse. Faut que j'aille appuyer sur un bouton. Et je sais que il faut que j'arrive à régler ça. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Hein. Le plus simple, comme je dis, c'est de suivre sur Twitter et YouTube. Moi, ça me fait plaisir d'aider un maximum de débutants. Ma moyenne d'âge, c'est assez rigolo. Elle est de 35-45 ans. C'est pas trop la cible jeune dont tu nous as parlé précédemment. Ouais, mais à un moment, c'est vrai. Mais je pense que il y a une raison pour ça, en fait, je me rends compte. C'est simplement la maturité. Je pense que les jeunes, en fait, ils ont besoin de cette adrénaline du trading, ils ont besoin de perdre de l'argent, ils ont besoin de se diversifier plus. Ils ont pas encore peut-être assez d'expérience pour se rendre compte que c'est que Bitcoin ou l'effet de réseau ou qu'est-ce que c'est Internet. Et comme ils connaissent pas ça, ils connaissent pas Internet, ils connaissent simplement des milliers de sites. Ils se disent, y a des milliers de sites, il y aura des milliers de cryptos. Après, ils se disent, je peux devenir riche, je peux faire du trading. Ils sont encore assez jeunes pour ne pas tout claquer au détriment du trading. En fait, comme ils n'ont pas vraiment de métier, ils ont du temps, ils sont étudiants, ils peuvent se permettre de faire du trading sans trop de conséquences. Par contre, quelqu'un qui a déjà 35 ans, 45 ans, il a sûrement déjà compris ce que c'était Internet. Il a vu les évolutions, il a une situation familiale, il a souvent une épargne. Du coup, il le prend de façon beaucoup plus sérieuse et il est moins dans le sport qui est finalement le trading. C'est comme ça aujourd'hui que que je me l'explique à moi-même. Alors si ça se trouve c'est faux, mais quand je parle avec des jeunes, c'est souvent ça. Alors première question, ça va être par rapport aux altcoins, parce qu'en plus il y a l'effet influenceur qui doit pas être oublié. Hein. Les jeunes suivent leurs influenceurs et quand tu as des nouveaux influenceurs qui n'étaient pas crypto, qui arrivent dans le milieu parce que le prix monte, d'un coup ils se mettent à suivre l'autre gros gars crypto. Et forcément, ça va être chill du Elrond ou d'autres conneries comme ça. Ok, voilà, d'un coup, ça veut dire qu'ils sont avec des figures qu'ils identifient comme leur leader, leur influenceur préféré, qui leur dit de diversifier. Ils n'ont aucune expérience, ils vont diversifier. Et à travers le temps, ils vont se faire rect, ils vont perdre de l'argent, ils vont gagner en maturité. Et j'espère qu'ils comprendront qu'un plan d'épargne, ça se travaille, qu'un portefeuille financier, c'est du boulot, que c'est un métier à part entière d'être entier. Et que Internet c'est pas créé en un jour. Madmat et Menu, j'espère que vous écoutez bien ce qu'il est en train de dire là, c'est vachement important. Parce que cet après-midi, j'ai fait un petit combat de boxe avec mes 2 experts de mon Discord sur le fait que Bitcoin serait le seul à rester sur le long terme. Et eux, ils défendent Ethereum encore. Donc j'ai pas encore réussi à les convaincre suffisamment, mais ça va venir. Après... Du coup, ils ont retrouvé la bonne voie vers... un livre pour investir ou de quoi rendre ce qu'il veut, hein. C'est la beauté des choses. Moi, je pense que Ethereum est excellent pour l'industrie parce qu'il permet de déjà purger un certain nombre de choses, éviter d'avoir trop de personnes au même endroit tout le temps, et il permet d'avoir un sandbox pour faire plein de tests market. Hein. On sait qu'est-ce qui marche pas. Après, il y a une grande différence entre s'amuser à faire des châteaux dans le sable et construire un vrai château à côté, quoi. C'est excellent parce que moi, l'image que je leur ai donnée, je leur ai dit... Ethereum, moi, ça me marre et en tant que quelqu'un qui est extrêmement curieux, je suis passionné par tout ce qui se passe dans cet écosystème-là, l'émulation qu'il y a et tout ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un bac à sable, quoi. Je joue dedans, c'est bien, mais il y a un moment, il faut retourner au truc sérieux. C'est super, mais c'est un bac à sable. Et il y a des utilités à des bacs à sable, mais faut juste comprendre que il y a plus de risques que Bitcoin. Ouais. Voilà, voilà, Menu. Non, je veux pas repartir en guerre. On repartira en guerre demain, tranquillement, Menu. Ouais. Pas ce soir, on va faire la paix. On enterre la hache. Voilà. Exactement. Et oui, et du coup, comme dit Compte aussi, c'est que le compte de Monte Crypto, c'est que aussi dans les 35-45, ils ont possiblement aussi investi avant les jeunes qui sont présents par exemple aujourd'hui.
Et donc, du coup, ils sont déjà fait rincer par un cycle, notamment le cycle des ICO en 2017. Et donc, du coup, ils sont peut-être aussi devenus plus sages, ce qui revient à la maturité dont tu parlais juste avant, en fait. Alors oui, moi les deux vont rester. J'en doute pas que toutes les cryptos vont rester. Hein. Enfin, faut comprendre. Moi, je pense qu'on va sur un monde avec des millions et des millions de crypto-monnaies, ce qui est complètement normal. Hein. À partir du moment où tu donnes la possibilité à tout le monde d'en créer, tout le monde va en créer. Moi-même, j'ai créé Roxycoin x3 parce que j'ai fait 3 tests différents. Donc c'est-à-dire que j'ai Roxycoin. J'ai un coin au nom de ma famille, j'ai un autre coin. Moi-même, j'en ai créé au moins 5 ou 10 des coins. C'est pas pour autant qu'ils ont une valeur. Donc toutes les crypto-monnaies vont rester. Il y en aura des millions plus tard. À un moment, il faut juste réussir à séparer le bruit de la valeur. C'est le boulot des investisseurs et des entrepreneurs en général. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Moi, je pense qu'il y aura plus de valeur sur Bitcoin. Et si je veux créer des business, si je veux éduquer une partie de la population, je pense que j'ai plus intérêt à m'appuyer sur les meilleures fondations qui sont Bitcoin. Si j'ai un business demain, je ne vais pas commencer à le créer sur quelque chose qui est moitié stable. Je vais essayer de le créer sur quelque chose de très stable pour que si mon château de cartes s'écroule, j'arrive pas à -0, quoi. J'arrive à mes fondations, quoi. Et je peux repartir. Et surtout c'est vraiment ça que j'essaie d'amener aux gens. Ouais. Et surtout donc leur éduquer par rapport à Bitcoin, c'est les éduquer sur la base. Et une fois qu'ils ont la base de la vie privée, de la philosophie, de la technologie, ils peuvent partir où ils ont envie. Ouais. Et puis surtout que si jamais ton château de cartes il s'écroule, c'est parce que toi t'as mal géré ton truc et pas parce que le terrain sur lequel t'es en train de construire s'écroule lui aussi, quoi. Parce que ça, c'est aussi un souci de construire sur une chaîne où tu sais pas s'il y a. Voilà. Mais les marchés ne sont pas complètement manipulés avec les QE et compagnie, les leviers des banques. Et en fait, on est manipulé depuis le début. Et c'est juste qu'on n'arrive pas encore à sortir de la matrice. Mais ça arrive, Olmers, bientôt. Sortir de la matrice, c'est une grande question. Et non, mais après, oui, on ne dit pas forcément que tout est shitcoin. Mais en fait, il faut savoir ce que vous attendez. De ce en quoi vous investissez. Et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui. J'ai une vision où je dis pas que Bitcoin devrait être le seul à exister. Je pense pas que Bitcoin sera le seul à exister. Mais en fait, je vois Bitcoin comme étant idéologiquement la crypto-monnaie qui me correspond le plus, qui propose vraiment une évolution pour la société, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue philosophique. Voilà. Et toutes les autres cryptos, moi aujourd'hui, je les vois comme des leviers financiers, comme des investissements. Et en fait, par exemple, si je prends Ethereum comme un investissement, si j'en attends que le fait d'être un investissement, eh ben, je vais être un peu moins pointilleux sur quelle est sa création monétaire, quelle est sa sécurité, et ainsi de suite. Donc en fait, il faut aussi voir où est-ce que vous placez votre importance dans les différents trucs, quoi. Si, nous, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est un security et ok. Mais tu sais, il y a pas mal de problèmes quand même. ETH devrait les résoudre si la V2 arrive à terme et s'il suit ses promesses. Bah, tu vois, pour moi, justement, le fait que ETH passe en proof of stake, ça confirme le biais que j'ai de pas vouloir continuer à suivre Ethereum. C'est voilà. Mais après, c'est l'idéologie aussi. T'inquiète, ils passeront pas à 100% en proof of stake. Ah, il y a une excellente question de Olners. Alors, je sais pas s'il nous troll ou pas, mais même s'il nous trollait, sa question est bien. Est-ce que c'est pas mensonger finalement de juger la réussite d'une crypto par rapport à sa valeur fiat? Bien sûr. Et du coup, c'est le grand paradoxe de qu'est-ce que la réussite de Bitcoin. C'était un speech d'Andreas, mais il est assez connu. Moi, je l'aime bien. À partir de quand tu considères que Bitcoin a gagné? Quand il vaut 10 millions ou alors quand tu peux le dépenser anonymement sans jamais être arrêté, ou quand justement l'État admet qu'il peut pas l'arrêter. C'est 3 gains différents, à 3 moments différents, tu as gagné en fonction de ce que tu voulais. Il y a de fortes chances que Bitcoin aille à des sommes astronomiques que personne ne réalise encore, mais que tu peux le dépenser que dans le cadre que l'État veut, parce que tes coins ils sont un peu pris en otage. Et en parallèle, tu as des coins non pris en otage un peu plus libres, mais c'est peut-être pas ce que tu détiens. Donc comparer Bitcoin aux monnaies fiat, c'est un repère facile. Après, en effet, si toi ce que tu veux c'est vraiment être 100% anonyme, peut-être que tu devrais même pas considérer Bitcoin comme un moyen d'investissement et tu devrais utiliser d'autres solutions, quoi. Salut Captain Crypto. Hop. Ah, salut Captain Crypto. Justement, c'est un mème qui est intéressant. Hop, je vous l'affiche à l'écran. Voilà, en grand, qui me cache bien, mais c'est pas grave. Ce mème-là, voilà. C'est qu'est-ce que tu essayes de me dire que je peux utiliser de trader mes bitcoins pour avoir des millions un jour. Et nous, on est haut. Quand on sera à ce jour-là, tu te remarqueras que tu n'auras pas à l'utiliser.
et enfin en tout cas pas les dépenser contre des fiat, parce que tes fiat auront disparu. Ça fait partie aussi d'une des théories justement que on se passera tout simplement des fiat et que Bitcoin, s'il y a une hyper bitcoinisation, se suffira à lui-même. Bah en fait, t'as vraiment deux scénarios, c'est le smooth et le pas smooth. Si ça se passe bien et qu'on a une bonne hyper-bitcoinisation avec les pays, les États, les entreprises qui s'implémentent au fur et à mesure progressivement, on peut espérer que ça soit à peu près calme, qu'il n'y ait pas trop de révolution, pas trop de guerre, pas trop de mouvements un petit peu violents. Et ça, c'est le scénario cool. Par contre, on peut très bien imaginer un scénario pas cool, où au contraire, il y a énormément de réticence de la part des États, que finalement le prix monte très vite, mais les États l'adoptent pas, les bonnes entreprises l'adoptent pas, le peuple l'adopte plus vite, le peuple dépasse un petit peu tous les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, et dans ce cas, là, tu auras des vraies révolutions, là, tu auras des changements drastiques de pouvoir, de la violence, des emprisonnements, de l'oppression, et à ce moment-là, les bitcoiners seront vus comme les méchants de l'histoire. Par rapport à ceux qui sont en train de perdre leur pouvoir, puisqu'ils ne sont pas dans le wagon Bitcoin qui monte. Et à ce moment-là, si c'est ce scénario, d'un coup, tu seras très content d'avoir des Bitcoins non KYC, tu seras très content d'avoir ta vie privée, tu seras très content d'avoir des Bitcoins que tu détiens, parce que le jour où tu vas dans une citadelle, tu vas pas payer ton entrée avec du fiat, tu vas payer ton entrée avec des Bitcoins. Donc, à un moment, il faut vraiment penser de pourquoi est-ce qu'on se met dans Bitcoin, et c'est quoi la vision long terme. Si vous pensez que Bitcoin est une révolution qui va vraiment détruire le pouvoir de l'État par rapport à la monnaie, et la transition va être très longue, très douloureuse, il y a forte chance qu'on va devoir quitter notre pays parce que c'est pas le pays qui va être le plus accepté, etc. C'est pas considérer que Bitcoin va simplement continuer à monter à l'infini gentiment et que tu vas pouvoir rester dans ta même maison toute ta vie tranquillement avec tes Bitcoins. C'est pas possible dans ce scénario, parce que tu vas devoir agir et prendre parti dans cette révolution. Par contre, si en effet on est dans le bon scénario, bah très bien, chill, tu vas peut-être pouvoir toujours vivre ta vie tranquille et être riche, et l'État l'accepte Bitcoin, et toi tu es compliant avec l'État, tu donnes tes clés, tu donnes tes adresses à l'État, tu payes tes taxes à l'État, et il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, je pense que ça va pas être un entre-deux, ça va être un extrême qui va se développer, parce que quand on parle de changer complètement l'ordre social, c'est forcément des extrêmes qui sont mis en place pendant des courtes périodes de révolution. Et Wendigo, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est pas... Il n'y a pas à dire qu'en fait, on n'a pas le droit de toucher aux altcoins. Parce que là, c'est ce que tu dis, que tu peux pas être totalement partial, parce que les altcoins t'ont pas mal fait grossir ton portfolio, et que ça peut t'aider à rembourser ton prêt étudiant, et que du coup, ça t'aura servi. On dit pas que ça peut pas servir en fait sur le court terme ou quoi que ce soit, ou même sur le long terme. En fait, la question, c'est bien d'avoir en tête qu'est-ce que vous attendez de ce que vous êtes en train d'acheter. Et est-ce que vous attendez, par exemple, si tu achètes, je sais pas, le Alice là, dont on parlait tout à l'heure, là, qui a fait 27 000%, là, quand si au listing du Alice, t'en achètes avec pour seul but de le revendre dans 2 jours quand il aura, et peut-être en profit, et peut-être en déficit, mais voilà, et bah il n'y a pas de souci en fait, tu peux jouer comme ça, il n'y a vraiment aucun souci. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu saches pourquoi tu achètes chaque truc, et que tu sois certain des fondamentaux qu'il y a derrière. Si tu achètes du Alice en disant, moi tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il puisse potentiellement me ramener du fric, ok, moi en fait ta vision elle va très bien, et du coup je pars du principe que tu sais ce que tu fais. Voilà. Après par contre, là où ça me dérangerait plus, par exemple, c'est si tu me dis, moi j'achète du Alice parce que je pense que c'est une technologie qui est meilleure que Bitcoin, qui du coup va remplacer Bitcoin, et que c'est elle qui va faire la vraie révolution, parce qu'elle se base sur la blockchain. Et là tu vois, j'aurais peut-être un peu plus de mal avec ces propos-là. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire en fait. C'est ça, c'est clairement ça. Si jamais demain tu dois garder ton argent contre une hyperinflation ou de l'inflation, ou alors un État qui veut vraiment prendre le contrôle de tout l'argent qui est sur les comptes, par exemple, et bah c'est pas avec ton Alice que tu vas aller très loin dans le long terme. Faut penser peut-être qu'un jour tu auras plus accès à Internet pendant plusieurs mois, donc tu pourras pas swipe facilement tes Alice pour des bitcoins. C'est peut-être possible que tu sois en migration pendant plusieurs semaines pour aller vers un nouvel endroit qui est plus propice à la liberté humaine. Et bah pendant cette transition, tu n'as plus accès à tes coins. Il faut bien penser à ce genre de scénario. Alors ils sont peut-être complètement drastiques, et peut-être que je pars en science-fiction et que je me fais des films, mais à un moment, si on parle quand même de retirer le pouvoir de l'État à imprimer de l'argent, ouais, il faut être complètement fou pour penser que ça va pas se passer pour certaines personnes de façon très douloureuse. Yes. Et donc si c'est ça, et que si tu veux garder de l'argent pour le futur, pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et prévoir sur du très long terme, bah ton Alice, ouais, bonne chance, tu vois.
Tu prends des risques inutiles. En fait, c'est toujours une question de risque et de reward. Je suis d'accord que je peux faire beaucoup d'argent avec des altcoins sur du court terme, peut-être sur du long terme également si tu arrives à avoir la bonne niche. Par contre, si tu penses du très long terme, si ton objectif c'est juste de garder ton pouvoir d'achat et d'avoir de la liberté le jour où notre système traditionnel s'écroule, tu prends pas le pari de faire 400% avec autre chose alors que t'as déjà Bitcoin en fait. Pour moi, c'est un pari qui est trop risqué pour tout un portefeuille. Après, si tu veux t'amuser à trader, encore une fois, libre à toi, c'est un sport et j'ai tradé beaucoup, donc je peux pas crier ou cracher contre les traders. Il faut juste vraiment différencier les deux activités. Et du coup, il y en a quelques-uns qui l'ont fait remarquer, donc voilà, c'est comme joli, petit ATH de Ethereum en quoi, a priori. Donc je vous ai mis le petit graphique que vous puissiez voir, la petite fusée qui décolle tranquillement. Voilà. Je pense que beaucoup de maxi le sont par aversion au risque. C'est intéressant ce que tu dis là, Skyfan. Tu penses que du coup, il y en a qui c'est même pas forcément, ils ont pas l'idéologie derrière ou ils connaissent pas plus que ça en Bitcoin, mais juste, en fait, moi je les appelle même pas des maxi en fait dans ces cas-là. Pour moi, un maxi c'est quelqu'un qui a une idéologie forte derrière. Quelqu'un qui a juste du Bitcoin, c'est entre guillemets un investisseur en bon père de famille quoi. On va faire un peu la réponse. ACDC, évidemment, je prévois un live sur Umbrel. Si Lounès est encore là, potentiellement avec lui, il faudrait qu'on en reparle. Moi, je pense que les maxi déjà prennent moins de risques parce que c'est un petit truc c'est un investissement de père de famille, hein, clairement. C'est pas du trading. La diversification, franchement, je pense que diversifier en crypto, tu prends beaucoup de risques parce que tu diversifies sur une industrie qui est extrêmement jeune et non validée. Tu veux diversifier ton portefeuille financier, déjà tu devrais jamais avoir toute ta thune en crypto. Tu devrais avoir des commodités, tu devrais avoir des actions, tu devrais avoir d'autres actifs, on va dire, dans ton portefeuille et pas que des cryptos. Donc ça me fait toujours marrer, moi, les crypto youtubeurs qui disent « Ah bah il faut diversifier votre portefeuille crypto » sans jamais dire que le portefeuille crypto c'est déjà une diversification du portefeuille global financier. Et à un moment, quand tu es un petit porteur, tu vas pas commencer à diversifier pour mettre 40 balles dans un autre projet. Ça n'a aucun sens d'un point de vue investissement de mettre 40 balles quelque part. Il vaut mieux te concentrer dans tes débuts avec un plus gros pourcentage là où tu as tes vraies convictions et à travers le temps, diversifier vers d'autres actifs. Donc c'est pour ça, pour moi, la diversification dans 40 projets en crypto, ça n'a aucun sens. Est-ce que diversifier dans Ethereum et les plus gros, ça a un sens ? Oui, je peux le comprendre. Si tu cherches à faire grossir ton bac, tu peux prendre ce pari. Pour l'instant, ça a toujours été un pari perdant parce que là, all-time high Ethereum, c'est contre l'euro. Si tu prends Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, on est toujours en perte. Hein, donc, faut toujours penser quand est-ce que tu rentres. C'est un autre point qui est assez important. Donc oui, diversifier à vos risques et périls. Après, moi, je suis dans Bitcoin. Alors oui, évidemment, je fais de l'argent parce que le prix monte, mais j'en suis d'abord parce que je veux simplement ne pas voir mon argent se faire dévaluer constamment, et je veux pas que le jour où on part dans un système beaucoup plus autoritaire, tout l'argent soit bloqué du jour au lendemain avec la loi 5.2. Enfin, peu importe la loi qui va passer à ce moment-là. Il y a juste des lois en place et des normes et des codes en place mis dans notre système pour empêcher qu'on utilise notre argent. Ça s'intensifie de plus en plus. L'échappatoire, on le connaît, c'est Bitcoin. Moi, je suis simplement sur le bateau de survie à attendre gentiment avec mon gilet de sauvetage. Je suis pas en train d'essayer de sauter de bateau en bateau pour essayer de trouver une valise dans un bateau en plus. Enfin, je sais pas si l'image est logique, mais pour moi c'est ça. Je prends pas de risque, je suis simplement déjà positionné pour me préparer, quoi. Il y a, alors message, le compte, je sais pas si t'es encore là, mais si tu peux juste écrire un tout petit peu là-dessus, mais il y a une théorie que j'adore en ce moment. Bon, elle est très science-fiction, mais elle est assez poétique. Et si Satoshi Nakamoto était le premier voyageur dans le temps, venu à notre époque pour nous apporter Bitcoin pile au meilleur moment. Alors, ce qui pourrait m'intéresser aussi, compte, c'est que tu nous dises comment ça t'est arrivé en tête cette théorie. Est-ce que tu non, mais c'est une théorie qui existe. Hein. C'est pour ça. C'est où est-ce que tu l'as lu du coup? C'était sur Reddit ou un forum, je l'ai lu il y a très très longtemps. Elle avait été debunk, hein, évidemment, comme tout bon bitcoiner, ils aiment pas trop les théories, donc ils débunkent assez tout rapidement. Et je l'ai trouvé drôle, parce que c'est vrai que des fois, quand tu regardes Bitcoin, t'es un peu bourré ou t'es un peu fumé, et tu réfléchis à ce que c'est, tu te dis putain, on a quand même réussi à avoir une sortie de secours, quoi, un système pile au moment où il y en avait besoin. Donc c'est tellement improbable que ça a des effets un peu religieux, comme on en parlait avant, quoi. Ouais. Ces trucs dans DBZ. Satoshi. Ouais, exactement. Satoshi Nakamoto, ces trucs dans DBZ. Voilà. Non, mais c'est. Ouais. Mais c'est fou, vraiment, toute
ces histoires qu'on arrive à se créer autour de ça. Enfin, je connais pas d'autres écosystèmes comme ça aujourd'hui. Après, j'ai pas la science infuse, je connais pas tous les écosystèmes qui existent dans le monde, sur tous les sujets qui existent, mais je trouve vraiment qu'on a quand même un rapport, et comme tu disais, à la religion, mais vraiment à cette mythologie, au côté mystique, qui est vraiment très très fort dans notre écosystème. C'est ce que j'ai dit, elle est bonne la weed. Ouais, ça fait ça, Alex. Mais ça fait partie de la magie, moi j'aime beaucoup. Mais tu vois, les Magic Money avec. C'est quoi, c'est Magic Internet Money avec le petit, le petit Wizard, mage, le Wizard, ouais. C'est excellent tous ces trucs-là qu'on a, quoi. Et, par moment, t'as l'impression qu'on est dans un monde de gamins. Mais en fait, parce que tu dis t'as pas beaucoup d'exemples, tu suis pas assez d'écosystèmes, il faut vraiment que tu penses plus à l'histoire. Comme le dit Fanny, la monnaie c'est une croyance, les astres c'est une croyance, tout est une croyance en fait. C'est l'être humain, on s'est créé ces mythes pour justifier des choses qui se passent régulièrement dans notre vie. En fait. Donc c'est complètement normal qu'une communauté de plus elle grandisse, de plus elle crée ses propres mythes pour se renforcer elle-même de ses convictions. Et il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on est sur un cercle quand même très fermé. Toujours à répéter les mêmes choses, à voir les mêmes personnes, à dire les mêmes charts, à penser la même chose. On est dans une petite bulle à nous-mêmes avec un effet d'auto-conviction. Donc il faut faire très attention à ça, ça peut être très dangereux. C'est pour ça que j'invite toujours tout le monde à regarder un maximum de ressources externes à la crypto. Donc pas externes à Bitcoin, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément aller diversifier dans plein de shitcoins, c'est plus penser à aller voir les no-coiners, pensez à aller voir les gens du marché traditionnel, étudier la bourse, étudier vraiment le marché des obligations, voir vraiment plus la grosse picture. Je pense que si tu veux comprendre pourquoi Bitcoin est potentiellement un bateau de sortie, et c'est peut-être pas le seul, hein, avoir un petit potager dans une maison de campagne, c'est sûrement mieux que Bitcoin, et en plus tu seras sûrement plus heureux, mais c'est plus compliqué à grande échelle, par contre Bitcoin est possible à grande échelle. Mais voilà, si tu veux comprendre pourquoi Bitcoin est un bateau de sortie, une bouée de sauvetage, il faut que tu dézoomes à fond, que tu prennes une vue d'ensemble du monde et que tu regardes, ok, c'est quoi tous les acteurs qui font le rouage de notre société, c'est quoi toutes ces personnes qui influent, et quand tu arrives à comprendre l'ensemble, bah, tu peux te rendre compte comment finalement un petit grain de sable qui est Bitcoin vient enrayer toute la machine, et ça c'est assez puissant, on va dire. Yes, carrément. France. D'ailleurs, si je devais conseiller un podcast, bon alors c'est peut-être un podcast anglais, donc c'est à vous de suivre, hein, mais c'est de We Study Billionaires de Preston Pitch. Alors il est devenu extrêmement bitcoiner maxi avec Michael Saylor et tout bazar, mais ce podcast, ça vous apprend vraiment déjà la mentalité des milliardaires, ça vous apprend la mentalité des entrepreneurs, ça vous apprend la mentalité des investisseurs, et ça va vous expliquer l'ensemble du système financier. Pas que Bitcoin. Regardez tous les épisodes du passé qui sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils parlent de vraies finances, du vrai monde où les gens font vraiment l'écosystème. Bitcoin, c'est une niche. Hein. Tu peux répéter ridicule que... Juste répéter le nom du podcast. C'est We Study Billionaires. Nous étudions les milliardaires, tout simplement. Okay. Et moi, je vous invite à regarder les anciens épisodes où il parlait vraiment de valorisation de société, de bourse, d'obligations, pas de Bitcoin. Parce que réécouter les mêmes arguments de Bitcoin qu'on connaît tous par cœur, bon, si vous les connaissez pas, c'est très bien de les réécouter. Mais si, comme moi, on a déjà passé des heures et des heures à écouter des podcasts, alors à un moment, on s'auto-suce la bite, hein, excuse-moi du terme, mais c'est clairement ça. Hein, c'est les mêmes personnes qui passent sur les mêmes 15 podcasts. Donc c'est pas forcément intéressant. Par contre, sortir de sa zone de confort et aller étudier la bourse traditionnelle et le problème des taux négatifs, de l'obligation, des CBDC, là d'un coup ça devient intéressant. Parce que ça permet de comprendre pourquoi Bitcoin prend de la valeur. Le mec aujourd'hui qui met 100 milliards ou 10 milliards dans Bitcoin, c'est quelqu'un qui a 250 milliards en actifs under management. Donc c'est des gens qui sont très très connaisseurs du marché, qui comprennent leurs risques, c'est pas des petits gars. Et si tu n'arrives pas à comprendre comment ces personnes investissent, ces personnes se positionnent, pourquoi eux s'intéressent à Bitcoin, tu ne peux pas comprendre Bitcoin. Et c'est peut-être l'erreur de tous les traders aujourd'hui, de tous les shitcoiners et de tous les youtubeurs influenceurs, c'est que je pense qu'ils ont des très bonnes connaissances en technical analysis, ils savent tirer des traits, ils savent vendre leurs produits, mais ils n'ont pas assez de connaissances dans le marché traditionnel de la valorisation d'entreprise. L'autofellation de souple, bien vu. Ils n'ont pas cette connaissance dans le marché traditionnel pour voir la plus grosse image qui est le jour où le marché des obligations va péter parce qu'ils sont en taux négatif, ça va être des centaines et des milliers de milliards qui vont devoir aller quelque part. Et c'est pas un trait qui va vous dire où ça va aller.
Et je pense qu'il faut, Bonne soirée, Wingo. il faut vraiment étudier la finance traditionnelle, en Ouais. fait. Mais c'est quelque chose qu'on n'étudie pas assez dans le milieu crypto. Et Au comme, revoir, Widow, bonne soirée. comme disait le J'espère compte, que je suis pas trop maxi pour vous. Hein. Ah, mais non. Comme disait le compte, ouais, a priori dans Bitcoin, enfin, c'est pas a priori, c'est même sûr, avec Bitcoin Standard, donc l'étalon Bitcoin si vous voulez lire en français, il explique pas mal aussi la monnaie, il dézoome pas mal au début pour justement ensuite rentrer dans Bitcoin et expliquer pourquoi est-ce que Bitcoin a cette valeur-là. Donc voilà, ça peut être aussi une introduction si vous souhaitez à tout ça, quoi. Donc voilà. Ouais. Bah, mais ouais, de toute façon, il faut étudier la monnaie, il faut étudier la cryptographie, il faut étudier un certain nombre enfin, il faut étudier tellement de choses pour comprendre la vue d'ensemble du monde, on va dire. Alors, je dis pas l'avoir compris, hein, j'étudie encore et j'apprends un peu tous les jours. Récemment, je suis en train de lire 5000 ans de dettes que j'avais longtemps sur mon étagère et que j'avais pas encore lu. Voilà, on apprend comment le troc, finalement, ça n'existe pas vraiment. Le troc, c'est un mensonge économique. On n'a jamais fait de troc dans le passé. Mais ça, voilà, c'est des choses qu'il faut debunk, on va dire. Et ça prend du temps parce que ça fait 40 ans qu'on vous dit des mensonges. Bonne soirée, Minnews TV, et merci pour la modération. Évidemment, jamais ETH vaincra. Mais on réglera ça sur le Discord demain tranquillement. non, mais ouais, non, mais c'est super intéressant. Mais il y a plein de choses comme ça à voir. Et moi, un truc, juste pour revenir un petit peu sur les nouveaux arrivants, parce que c'est un peu ceux à qui on essaye de s'adresser. Bisous, Mignon. Moi, actuellement, je suis en train de monter une startup à côté. Aucun rapport avec les cryptos, donc on s'en fout un peu, mais voilà. Mais je suis incubé. Donc, je suis dans un incubateur où il y a beaucoup d'autres start-upers, forcément, et d'entrepreneurs. Et c'est intéressant parce que c'est une population qui, du coup, s'intéresse à ce qui se passe sur les cryptos parce qu'elle est très curieuse. Elle est un peu dans ce mindset, justement, de vouloir toucher un petit peu à tout ce qui est nouveau. Mais par contre, ils sont tous comme ça. C'est quand ils me demandent d'en parler, donc je leur présente. Moi, je leur parle de Bitcoin. Et je leur conseille d'aller lire l'article que j'écris sur le DCA, où du coup je parle de Stack Sat et de faire tranquillement un petit plan. Voilà. Ils me font tous, ah mais non, mais moi je veux pas ça, c'est déjà trop tard pour Bitcoin, j'aurais dû arriver avant. Non, mais t'as pas une petite pépite à conseiller, voilà quoi. Et c'est fou. En fait, je me rends compte que génération après génération, entre guillemets, donc c'est-à-dire tous les 4 ans, enfin à chaque nouveau bull market, quoi, les nouveaux ils arrivent et ils réitèrent exactement les erreurs que nous on a pu itérer en fait quand on a débuté, quoi. Et c'est pas si simple que ça de réussir. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à les convaincre, à réussir à leur faire comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut débuter, quoi. Ouais, c'est l'espérance de gain. En fait, c'est parce qu'ils rentrent en pensant que c'est un investissement et non pas une technologie ou une porte de sortie. C'est vraiment ça le grand changement. Donc moi, j'essaie toujours d'expliquer que le système actuel est biaisé avant d'expliquer que Bitcoin a un prix ou monte. Si tu arrives à expliquer pourquoi est-ce que finalement notre système a un problème, là ils comprennent tout de suite le système des 21 millions. Et c'est vraiment ça la clé, c'est les 21 millions. Quand ils veulent une pépite, c'est parce qu'ils veulent faire plein d'argent rapidement. Tandis que quand tu leur expliques que non, en fait c'est pas plein d'argent rapidement, c'est vraiment que tu vas devoir avoir ton économie dans une réserve de valeur non dévaluée par l'État pour garantir une retraite plus tard et potentiellement une maison, là d'un coup ils écoutent. Ils écoutent parce que si tu leur dis que petit à petit leur pouvoir d'achat diminue, tu leur expliques que leur salaire n'a pas augmenté, tu leur demandes ton salaire il a augmenté de 3% tous les ans. Non, l'inflation monte de 3%, c'est la target de la banque centrale. Comment ça se passe? À partir du moment où les gens commencent à comprendre qu'ils se font voler leur argent petit à petit, ils comprennent l'intérêt d'une valeur réserve et ils comprennent Bitcoin. Et dans ce cas, ils s'intéressent moins à tous les altcoins. Ils vont peut-être s'y intéresser dans un deuxième temps, mais pas dans un premier temps. Alors que quand tu parles tout de suite du prix et tu leur dis tout de suite, bah vas-y, achète un petit peu tout le temps, tu leur as mis dans leur tête que c'est un prix, un investissement. Et tu leur as dit que c'était un investissement qui n'était pas intéressant. Tu leur as dit que c'était un investissement qui serait chiant. Tu leur as dit que c'était un investissement qui allait être automatique. Aucun intérêt. Tu passes à côté. Tu t'en fous. Il n'y a pas de peps. Par contre, quand tu leur dis, là, tu vas trouver une alternative contre les banques, là, il y a du peps. Il y a du peps parce qu'ils font partie d'une révolution. Donc moi, c'est comme ça que j'essaie de prendre les gens. Je leur explique qu'ils font partie d'un mouvement plus gros que simplement un petit investissement, mais qui est un mouvement qui est pour redonner de la souveraineté, pour arrêter l'escroquerie bancaire, pour dire non aux politiciens. Et à partir du moment où les gens ils pensent qu'ils achètent du Bitcoin, et ce qui est vrai en soi, donc c'est pas un mensonge, et qu'ils sont en contradiction du système, ils sont contents de le faire. Et pour moi, c'est vraiment ça l'angle d'attaque. Voilà, c'est ça, je romanise l'histoire de Bitcoin parce qu'il faut. Comme tu le dis, on doit créer des images pour y arriver. Et à un moment, bon bah voilà, si Bitcoin doit réussir et on veut avoir cette ère de prospérité grâce à
un standard sain avec une monnaie native Internet digitale, je vais pas dire que tous les coups sont permis, mais à un moment, il faut réussir à adapter son discours. Et quand j'ai passé des années et des années à expliquer les gens et les red pills, je connais mes discours et je sais qu'entre quelqu'un de 45 ans, quelqu'un de 60 ans et quelqu'un de 20 ans, je vais pas dire le même discours. Quelqu'un de 60 ans, une retraitée, je vais lui expliquer le Bitcoin différemment que quelqu'un de 35 ans et c'est complètement normal. Et je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est alors je sais pas comment ça se prononce son nom, donc je vais l'écorcher, mais c'est pas grave. Saifedean, du coup celui qui a écrit Bitcoin Standard, ça t'a aidé, qui a tweeté il y a pas longtemps quelque chose. C'est vous aurez beaucoup plus de facilité. Enfin, pour expliquer Bitcoin, c'est pas Bitcoin qu'il faut dire, c'est pour expliquer pourquoi Bitcoin monte. Ça sert à rien d'essayer d'expliquer Bitcoin, il faut expliquer pourquoi le dollar descend. Et ça en fait, c'est reprendre vraiment ces trucs parce que c'est uniquement en comprenant ça qu'on comprendra tout l'intérêt qu'il y a derrière Bitcoin, quoi. Non, mais là j'étais en soirée, il y a encore un mec qui m'a dit non mais le Bitcoin c'est basé sur rien. Bon, classique, ça je le dis 1 milliard de fois par jour, hein. Mais je suis ok, très bien, nanana. Et là il me fait mais si, le dollar il est basé sur l'or. Les gens pensent encore qu'il y a une réserve basée sur l'or. Donc il y a tellement un mensonge ou une non-connaissance ou une ignorance volontaire ou pas, c'est un autre débat ça, sur l'économie et la monnaie, que la première étape c'est pas leur expliquer comment ça marche une clé privée, une clé publique. La première étape, c'est pas en soirée sur Zoom, bien sûr. La première étape, c'est pas leur expliquer c'est quoi leur portefeuille, c'est quoi un échange. La première étape, c'est de leur expliquer simplement que notre système est biaisé. Faut pas partir dans la théorie, parce que, dans les conspirations théories, c'est souvent la ligne à pas franchir. Souvent, les gens vont essayer de t'emmener là-bas, mais il faut bien garder ses sang-froid et bien expliquer non. On parle pas sur des théories, on parle sur des trucs concrets. On prend le site de la BCE. La première ligne en haut du site, c'est notre mission est de garantir une inflation à 2%. Ils se cachent pas. Les vrais criminels se cachent pas. Hein. C'est des banquiers, des politiciens. Ils le font devant nous parce que c'est beaucoup plus logique quand t'es criminel de le faire devant tout le monde que le faire cacher. Donc, un moment, si leur mission c'est de faire une inflation à 2%, moi je commence mon discours par nous sommes dans un système où on a vocation à faire de l'inflation à 2%. À partir du moment où ça c'est dit noir sur blanc, c'est pas compliqué de dire à quelqu'un il y a peut-être un problème parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a de l'inflation. Va expliquer à ta mère pourquoi il y a de l'inflation, elle va pas comprendre. Elle va te répondre je sais pas, c'est nécessaire. Nécessaire pourquoi ? C'est nécessaire à une époque où il faut de l'infrastructure. Aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Ouais, clairement. Mais rien n'est basé sur rien, même l'or. C'est juste la raison, il y a l'accord dans l'absolu. Un poulet a plus de valeur quand on pousse le trait. Ouais, exactement. C'est vrai, de toute façon, il y a une question de confiance, d'utilité. Surtout que c'est beaucoup plus que 2%. Ouais, ça sera un autre débat, en effet. Mais oui, l'inflation, c'est quelque chose. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai même l'impression que dans l'esprit du grand public, l'inflation, tu l'as un peu dit avec le mot nécessaire, mais même que c'est quelque chose de bon, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est le mythe de l'inflation, c'est le mythe de Keynes et nanana. C'est vraiment se dire que oui, l'inflation est nécessaire parce qu'elle permet la croissance. Mais à partir du moment où tu as une croissance de 2%, une inflation de 2%, je suis d'accord, ça marche parce que ça s'annule. Sauf qu'on n'a pas une croissance de 2%. Et quand tu as un Covid, tu as encore moins une croissance de 2%. Et quand tu imprimes, t'as pas une inflation de 2%, tu as une inflation de 5, 10, 20, 30% cachée. Et l'inflation, elle n'est pas par rapport au panier de biens et services qu'ils nous donnent à la con sur leur site de l'INSEE. La vraie inflation, il faut prendre en compte le marché, il faut prendre en compte l'immobilier, il faut prendre en compte 100% des commodités, l'essence avec, les paquets de clopes, l'alcool. Tout ça doit être pris en compte dans le panier d'inflation. Alors, peut-être retirer les taxes, parce qu'en France, on est vachement taxé, donc c'est un petit peu biaisé si tu prends l'alcool et les cigarettes comme exemple. Mais ça, c'est l'idée. Donc, l'inflation est plus que 2%. Notre revenu n'augmente pas tous les ans. La croissance n'est pas de 2%. Donc, à un moment, on a tous les indicateurs qui sont complètement faux. Et quand tu expliques ça à quelqu'un et qu'il se rend compte que, oui, en effet, c'est vrai que les prix ont augmenté plus que 2%, mon salaire n'a pas augmenté, et en plus, ils voient que le Covid, c'est pas bien et qu'ils impriment tout plein d'argent, les gens, ils sont assez rapides à faire 2 plus 2. Je pense qu'on est quand même il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent et c'est exponentiel. Quand tu réveilles ton voisin, tu as réveillé une personne. Quand vous êtes deux, réveillez 2 personnes, ça fait 4 et après les 4 ça fait 8 et c'est exponentiel. Donc là en ce moment, le prix monte autant, il y a autant d'engouement parce que de plus en plus de personnes comprennent. Toutes les personnes qui étaient là avant ont compris, réveillent leurs voisins, qui ont réveillé leurs cousins. Je sais pas si tu as une grande famille, mais dans mes amis, à l'époque j'étais tout seul. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a un tiers qui ont des bitcoins. C'est pas encore tout le monde, mais je suis persuadé qu'à la fin du bull run, ce sera la moitié. Des gens vont arrêter quand on aura un bear market, sauf que quand on aura un deuxième bull run, on aura notre 7e bull run plus tard, on passera à 2 tiers qui ont des bitcoins, 1 tiers qui n'en ont pas. Encore des sceptiques.
Et à la fin, on sera sur, ok, 80% de mes amis, 95% de mes amis ont des bitcoins. Et ce sera exactement comme ça. Ça va être exponentiel dans l'adoption de cette technologie. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui est intéressant. T'estimes que t'as à peu près t'as dit quoi, un tiers de tes amis peut-être qui ont du bitcoin? Ouais, il faudrait faire un survey un peu plus poussé. Bon, après, moi, je suis peut-être un biased parce que c'est littéralement mon métier. Donc, Ouais, mais c'est à peu près ça, je pense. Réalistiquement, je dirais que si on prend famille, amis, nanana, dans mes connaissances, ouais, je pense qu'un tiers, ça me paraît correct. 25% même. Ouais, je pense être moi, tu vois, dans mon entourage. Après, moi, j'ai aussi pris le parti c'est peut-être un peu moins. Ouais, après, je sais pas, parce que moi aussi, j'ai pris le parti, par exemple, j'en parle, j'ai pas de souci à en parler, mais de jamais inciter, de jamais promouvoir. Je fais jamais la promotion. En fait, moi, je pars du principe que si dans mes amis ou ma famille, quelqu'un vient me dire et me dit « Ah tiens, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'aider ?» Avec grande joie, et je suis prêt à te faire rentrer dans le milieu et à te donner tous les petits tips et à prendre du temps pour faire les choses correctement. Mais par contre, jamais je pousse quelqu'un à dire « Ah mais t'en as pas encore acheté, tu devrais vraiment en prendre ou quoi que ce soit. » Parce que, je sais plus, je crois que c'est Skyfan qui disait ça tout à l'heure. Je pars du principe aussi, mais alors là c'était pour le côté maxi je crois, mais je trouve que c'est aussi un chemin, en fait, un cheminement un peu personnel, et qu'il faut que chacun vienne ici en étant un peu convaincu, parce que si jamais tu les forces entre guillemets à rentrer, ou tu essaies de les convaincre à tout prix, c'est là où tu as plus de chances qu'ils rentrent pour les mauvaises raisons, quoi, et qu'ils se tournent vers des shitcoins ou autres, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est souvent un mauvais conseil d'essayer de forcer les gens. Alors moi j'ai clairement forcé certaines personnes parce que à un moment, il faut quand même un moment protéger sur l'entourage. Enfin, ça c'est mon point de vue. Mais je vais pas, voilà, en soirée par exemple on m'en parle, je réponds à leurs questions, je suis gentil, je fais un effort. Mais à part les personnes très proches, j'ai pas non plus forcé et je ne force pas. Aujourd'hui encore moins parce que je leur donne ma carte ou je leur dis j'ai tout fait, c'est à toi de faire les démarches. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que les personnes vont être forcées de rentrer. Non pas par nous, mais par l'écosystème. On parlait là du livret A qui a un revenu à -5. Bon, c'est pas -5, mais le livret A, il rapporte rien. Ça veut dire que tous les jours, j'ai des personnes... qui me disent « Bon, je me suis rendu compte que mon livret A, il me rapportait 0. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois investir dans des actions. Qu'est-ce que je dois faire ?» Bon, naturellement, je vais leur dire, oui, tu fais un peu de tout, pas de conseils financiers, et intéresse-toi aussi à Bitcoin. Je vais pas leur dire de faire all-in, parce que c'est pas encore ils vont apprendre eux-mêmes un jour ou un autre qu'ils vont devoir le faire. Sinon, leur portefeuille va juste être réduit à 0 un jour ou un autre. Mais, ce que j'ai peur, c'est justement quand ces livrets A passent en négatif, quand ils font passer la loi Sapin 2 et qu'ils réclament directement sur les comptes des épargnants un pourcentage, quand ils rajoutent une taxe sur l'épargne dormante des gens. À partir du moment où ils vont un step au-dessus sur nous voler directement dans nos poches, je pense que là, il y aura un déclic qui va se faire dans la tête des gens. Ils ont tous entendu Bitcoin, mais ils n'ont pas acheté. Ils ont entendu que le prix montait, mais ils n'ont pas acheté. Et d'un coup, ils se rendent compte que le prix est toujours haut. Ils se rendent compte que leur argent vaut moins. Ils se rendent compte que l'inflation est réelle. Ils se rendent compte que l'État est en train de prendre dans leur poche. Ces gens, naturellement, vont chercher des alternatives. Parce que c'est dans la nature humaine de se protéger quand tu es attaqué. Ton temps, c'est ton argent. C'est super important que tu aies de l'épargne pour ta sécurité, tes enfants, ta retraite. À partir du moment où on attaque à la fondation même de ta vie, qui est littéralement ton temps et ton argent, généralement, parce que les gens se lèvent quand même généralement pour aller au boulot, pour pouvoir bouffer avec de l'argent, c'est un problème. Et donc les gens vont trouver une solution qui est Bitcoin. Et ces gens vont rentrer de force, même si le prix est à 200 000. Ouais. Ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans Bitcoin un jour ou un autre. Et à partir du moment où je vois ça comme constat, je préfère quand même bien inciter les personnes proches de moi à leur dire prépare-toi, même si c'est que du dollar cost average un peu chiant, tu le mets en place, tu auras un petit peu, et le jour où tu comprendras qu'il faut mettre plus, tu mettras plus. Voilà, c'est comme ça que je comprends ton point de vue, c'est intéressant. ACDC, ta question est un peu compliquée. Enfin, compliquée, non, elle n'est pas compliquée, mais bien que nous partageons cette idée sur le Bitcoin, peut-on citer un top 3 d'un contre BTC qui semble défendable? Lightning Network, RGB et Liquid. Le mec n'a rien compris à la question. Ouais, bien entendu. Donc, si j'imagine que tu ne veux pas de Bitcoin dedans, dans ce cas, je mettrais. Je mettrais Monero en 1. Ou non, je mettrais pas Monero en 1. Bref, franchement, j'ai aucune idée. En fait, à partir du moment où je ne voulais pas Bitcoin, je considère que du coup, c'est pas une monnaie. Parce que je considère que la monnaie qui gagnera, ce sera la monnaie de l'État. Donc,
ça veut dire que je vais pas prendre une monnaie, je vais prendre une action qui me rapporte des choses. Et dans ce cas, je parierais sur un truc comme Binance Coin, parce qu'il y a indirectement un business model qui est lié derrière, c'est pas que du vent. Je mettrais Monero parce que du coup, la seule monnaie qui serait capable de combattre les monnaies étatiques, ce serait Monero pour la vie privée, la liberté et le blanchiment d'argent. Donc il y aurait de la valeur dessus. Et après, je mettrais probablement Ethereum, même si j'aime pas, simplement parce que je pense qu'il y a un effet de réseau qui fait qu'il y a encore un paquet de gens qui vont investir dessus, tout simplement. Mais si c'était pas pour Bitcoin, je serais pas dans les cryptos en fait. Je serais un petit peu dans les cryptos, mais beaucoup moins. Je serais dans de l'or et énormément d'actions. Je prendrais des grosses actions américaines où je sais qu'ils vont réussir à générer du cash flow même s'il y a de l'inflation. Pour combattre l'inflation, tu n'as pas 36 options. Hein. Tu prends un cash flow, donc c'est-à-dire de l'argent qui tombe régulièrement avec un prix qui s'ajuste facilement, et tu prends une société qui peut gérer ce genre de business. Donc tu prends des GAFA, tu prends des grosses sociétés bien gérées qui vont réussir à surfer l'inflation, augmenter leur prix tout en réussissant à avoir assez de liquidité pour payer les fournisseurs qui augmentent leur prix dans une autre devise. Et ça va faire que finalement leur bottom line survit pendant les 5-10 ans de crise et ils seront encore là demain. Donc tu auras toujours ton argent parce que tu as des actions solides qui t'auront rapporté des dividendes. Ça, c'est comme ça que je garderai mon argent personnellement sans conseil financier si jamais j'avais pas Bitcoin. Donc j'irai pas diversifier mon Bitcoin dans des shitcoins. Je le mettrai dans des trucs solides qui sont des actions américaines. Et sûrement une diversification avec du franc suisse, de la couronne, du Monero et peut-être un petit peu d'obligations chinoises et des entreprises avec un ETF chinois. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai pas mal étudié aussi la finance traditionnelle. Si j'étais que sur du crypto, bah ouais, je te dirais le classique du To the Moon, Ethereum, BSV, ADA. Mais j'y crois pas. J'y crois pas pour mettre une épargne. J'y crois pas pour mettre l'épargne d'une vie. Monero est sur la crête du bannissement, vous plaisantez les mecs. Mais justement, ça montre en fait qu'il est en train de remplir de plus en plus son rôle, le Monero. Mais oui, c'est chiant un peu le bannissement qu'il y a par-dessus, mais voilà. Mais justement, Monero, c'est parce qu'il sera banni qu'il prendra de la valeur. Ouais. Moi, je parie, enfin, je parie pas sur Monero personnellement, mais c'est justement sa valeur et parce qu'il est complètement anti-étatique. Si jamais il se faisait pas bannir, il n'aurait pas de valeur. Et du coup, en fait, j'avais pas compris la question de ACDC. En fait, ce qu'il demandait, c'était plutôt si jamais on devait se mettre dans la position d'un anti-Bitcoin. Ouais. Quels seraient les 3 arguments les plus réalistes, les plus concrets qu'on pourrait opposer? C'est pas du tout la question que tu avais lue. Je l'avais pas compris la question en fait. Donc voilà. Il m'a demandé un top 3 d'un contre Bitcoin qui serait défendable. J'avais pas compris en fait. Et du coup, là, c'est quels seraient les arguments qu'on pourrait opposer à Bitcoin de manière réaliste. Donc on oublie toutes les idées reçues, on oublie le financement du terrorisme, on oublie tout ça d'une manière vraiment purement réaliste. Ok, très simple. Alors non, contre Bitcoin. Ce que j'allais dire. Ok, je pense que le premier, c'est. Ouais, t'en as plusieurs. Alors après, je me demande lequel est le plus réaliste à mettre en place à grande échelle. Je pense que l'écologie, c'est le premier qu'ils vont aborder. C'est celui qu'ils vont pomper le plus. Ils vont créer une taxe sur Bitcoin par rapport à l'écologie, en plus. Le deuxième, c'est sa nature déflationniste qui peut être attaquée, dans le sens où bah voilà, il y en a un nombre limité, ça marchera pas. Tu peux pas imprimer, donc l'État ne peut pas intervenir en temps de crise. Il ne peut pas relancer la machine, donc ça ne peut pas marcher. Qui est un argument louable. Troisième argument, je pense que ce serait les premières personnes ont trop profité. Bon, on va couper ma caméra, comme ça. Ça marche. Comme ça, je peux filmer en même temps en plus. Et le troisième, ce serait qu'il y a trop d'OG. Du coup, les personnes au début, Satoshi, nanana, sont finalement en profitent trop. Ouais. Et serait négatif. Si je pouvais aller jusqu'à 5 arguments, évidemment, blanchiment d'argent, financement terroriste, ils vont le mettre en place. Alors que c'est pas forcément logique comme argument, mais ils vont quand même le mettre en place à grande échelle pour valider leur KYC et leur emprise de rentrée-sortie. Satoshi qui bouge ses coins, c'est pas. Pour moi, il va pas bouger ses coins, mais ils vont quand même garder ce FUD à vie. Et un autre que personne dit, mais que je pense qui est réaliste, c'est en fait qu'il y ait trop de bitcoin perdus. Et à travers le temps, on en perd encore plus. Yes. Et du coup, ça fait un vrai problème. Par exemple, l'exemple concret que j'ai, qui est assez parlant, pense le Venezuela. Aujourd'hui, si le dictateur du Venezuela venait à mourir, il y a 2 choses. Il a de l'or, et il a du pétrole, et il a des bitcoins. S'il meurt, on aura toujours accès à l'or, parce qu'elle est physique. Il y a également toujours les
gisement de pétrole. Par contre, si jamais il meurt et ce connard décide de brûler les codes des cryptos, s'il meurt, il décide de pas dire où il a mis l'argent, s'il décide d'envoyer les cryptos parce qu'il a envie de dire un fuck you général avant de crever, il va détruire énormément de bitcoins qui appartiennent au peuple. Et ça, pour moi, c'est un gros point noir qui est pas évident et qui a jamais vraiment été discuté, même dans le milieu anglophone. C'est se dire, ok, on a beau critiquer l'or, si demain quelqu'un meurt, l'or est toujours accessible. Si demain, quelqu'un meurt avec beaucoup de bitcoin d'une nation, il détruit tout l'argent de la nation. Et ça, c'est un vrai problème. Et je sais pas si tu as déjà entendu cet argument ou si qu'est-ce que tu en penses. Ben en fait, pour moi, c'est même le premier. Si tu disais que tu savais pas trop comment les placer. En fait, pour moi, le côté, il n'y a pas d'inflation. Au contraire, on est même plutôt déflationniste. Et justement, la perte de bitcoin qu'il pourrait y avoir, pour moi, c'est la menace numéro 1 en fait sur Bitcoin. Et notamment, je pense qu'on est dans la Bitcoin existe depuis 10 ans, 12 ans, 12 ans. Donc en fait, on n'a pas eu encore un roulement de génération. Tu sais, dans ton cours, à la fin, justement, tu parlais de l'héritage Bitcoin. En fait, moi, je suis très, très curieux de qu'est-ce qui va se passer quand on va voir toutes les premières générations qui, malheureusement, vont décéder. Mais du coup, comment ça va être géré, toute cette passation de Bitcoin à ce moment-là. Et j'ai un peu peur que si on ne se penche pas sérieusement sur la question, à un moment, on ait quand même pas mal de cash flow qui disparaissent, enfin de Bitcoin qui disparaissent, d'autant plus que forcément les premières générations qui ont eu du Bitcoin, qui sont peut-être les plus âgées aujourd'hui, c'est celles aussi qui ont pu en obtenir le plus facilement et en plus grande quantité entre guillemets. Donc ça c'est vraiment une question, je sais pas comment ça va être géré, mais c'est un peu compliqué de se dire que si jamais t'as pas tout bien géré, que t'as pas pensé au cas, voilà, si ok je fais une sauvegarde qui sera donnée à quelqu'un si je meurs. Ouais, mais attends, mais ma sauvegarde, il faut qu'elle soit suffisamment sécurisée pour qu'elle puisse pas se faire détruire. Enfin bon, bref, de la même manière qu'on sécurise nos propres wallets, quoi. Mais moi, je pense que c'est l'argument numéro 1 contre tout ça. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai des nouveaux qui rentrent dans l'écosystème, assez rapidement, cette question-là, elle arrive, elles font « Attends, mais du coup, ces 12 mots, il faut que tu les sécurises ?» Je fais « Bah ouais, et si jamais tu les perds, tu perds un peu l'accès à tes cryptos, quoi. Enfin, même totalement. » Ils me font « Ah, et du coup, il y a qui peut gérer ça pour moi, quoi ?» Parce qu'on se rend bien compte que c'est un poids et une responsabilité qui est importante, quoi. Ouais, exactement. N'hésite pas à les envoyer vers mon cours. Hein. Tu leur donnes mon Teachable, il est gratuit. Au moins, ils auront les bonnes practices dès le début. Hein. Et puis après, ils te suivront pour toute la partie plus éducationnelle des goodies. Hein, parce que j'ai l'impression que tu étais plutôt bon là-dessus. D'ailleurs, ils étaient super tes gifs. Je te l'ai jamais dit en vrai, mais faut que tu continues. Merci. Ouais, en fait, le passement de génération, pour moi, ça va être en 2 étapes. Attends, juste 2 secondes. Bonne soirée, Lounès. Et parce que bonne soirée, Lounès. Et juste, pourquoi Ethereum est vraiment cassé à cause du hard fork? Alors, je sais pas ce que tu regardes, mais en fait, il y a surtout une API qui permettait de regarder la blockchain qui est tombée. Et du coup, notamment Etherscan se basait sur cette API-là. Et donc, ils n'arrivent plus à afficher les informations, mais a priori, la chaîne tourne bien. Alors, je sais pas du tout si c'est de ça que tu parlais par Ethereum est cassé à cause du hard fork. Mais du coup, c'est une vraie fausse information, quoi. Voilà. Vas-y, tu peux continuer du coup, Rosy. Ouais, Yak, pour te répondre, évidemment qu'il y a du pillage d'or, mais de la même façon que du coup les bitcoins vont se déplacer comme ça peut-être, mais ça va être super intéressant en fait. Bref, du coup, pour moi, le passation de génération, il est super important parce qu'il y a ça en 2 gros points. Déjà, je pense qu'il y aura la passation de la génération un petit peu des boomers adultes, un peu la classe âgée aujourd'hui, qui du coup n'a pas de bitcoin, va sortir de l'équation et toute la génération qui naît aujourd'hui va naître avec Bitcoin, les réseaux, et du coup vont adopter Bitcoin beaucoup plus facilement. Ouais. Donc tu auras beaucoup de nouvelles personnes très à jour avec Bitcoin qui comprennent comment ça marche, et toutes les personnes qui croyaient pas, qui comprenaient pas, qui sont sorties de l'équation. Je pense également qu'il y a beaucoup de boulot qui va être fait, je l'espère du moins, et c'est là où je travaille sur ça, pour qu'on mette en place des best practices grâce à des portefeuilles, grâce à de l'éducation, pour que justement cette passation de Bitcoin ne soit plus perdue et que le moins de personnes en perdent. Je pense que de plus le prix de Bitcoin monte, de plus ça va être dans la tête des gens, parce que tu sécurises pas de la même façon 1000 euros que 10 000 euros. Du coup, des gens qui avaient 1000 euros en Bitcoin à l'époque, qui représentaient peut-être 500 Bitcoin, ne les ont pas très bien sécurisés, les ont perdus, les ont pas donnés à leur héritier. Sauf que maintenant que ces 500 valent des fortunes, tout est mis en place pour garantir qu'on les perde pas, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience collective qui n'était pas là au début. C'est pour ça que la majorité des bitcoins ont été perdus au début. Aujourd'hui, on en perd de moins en moins, c'est une bonne chose. Après, on va toujours en perdre. Et il faut simplement réussir à éduquer. Et quand on parle de portefeuilles qui le font, il faut penser un petit peu comme la solution Casa,
en Platinium. Donc Casa, c'est une solution de stockage en multisig. Et du coup, eux, ils ont une clé. Vous avez 3 clés et il y a une clé en plus encryptée sur votre compte Gmail avec Casa. Donc c'est un multisig et ils le vendent à des clients pour un abonnement de grosso modo 1000. Alors je pense que le Platinum c'est quasiment 3000 par an. Et t'as un customer service, voilà, etc. Et bah, dans ce pack Platinum, ils ont le plan héritage où une clé est donnée au notaire. Du coup, eux, ils accompagnent l'utilisateur, le client, pour mettre en place avec le notaire ce système. Le notaire a des papiers d'héritage, il a une clé, et la famille a également une autre clé. Du coup, tu es toujours propriétaire de tes bitcoins à majorité du multisig. Par contre, il y a des clés qui sont données à certaines personnes de confiance et de pouvoir. Ça peut permettre qu'on ne perde pas, du coup, au moment de l'héritage, cet argent, parce que tout est prévu. Et alors, j'ai cité Casa, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de mettre ça en place. Donc, je pense vraiment qu'il y aura une prophétisation avec des lois d'obligation de bonne gestion de ces actifs. Et le custodial est également là-dedans. Ouais. Il y aura des meilleures practices qui vont se développer et je pense que ça va être comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout un enjeu autour de ça, et pour moi en fait c'est même un enjeu majeur de ces prochaines années en fait, tout le côté UX autour de comment est-ce qu'on conserve ses clés, comment est-ce qu'on conserve sa seed phrase et tout ça, et surtout comment est-ce qu'on la transmet en effet. Donc et quelque chose que disait le compte, et je suis d'accord avec lui là-dessus, un autre danger ça va être le passage de Ethereum en proof of stake. Pourquoi ? Parce que du coup tout l'écosystème Ethereum va pouvoir taper sur les doigts à Bitcoin sur le côté écologique. Donc il va falloir réussir à bien argumenter contre ça. Ouais, c'est clair qu'ils vont attaquer là-dessus, ils vont pas s'en priver une fois qu'ils pourront le faire. Après, pour moi, Proof of Stake aujourd'hui, c'est un système qui est, faut me dire si je me trompe, mais qui est pas autant expérimenté que la Proof of Work. On sait même pas si c'est aussi sécurisé tout ça, donc de toute manière, on compare un peu l'incomparable pour le moment, mais ouais. Bonne nuit, Tass. Et avec plaisir pour le live. Et à la semaine prochaine si t'es là, avec grand plaisir. Ouais, bonne nuit ceux qui partent. Bonne nuit Sky. Ouais, c'est vrai que ça fait 2h30 qu'on parle, je peux comprendre. En tout cas, merci beaucoup d'être resté aussi longtemps. Merci beaucoup à tout le monde, hein, vous êtes super. Et s'il y a une retransmission sur YouTube, n'oubliez pas de liker, vous abonner, mettre la cloche, hein, c'est important parfait. Pour la chaîne Cryptodidacte qui doit boom. Tu oublies de le dire, il faut avoir le réflexe YouTube. Ouais, c'est vrai. Surtout dans les rediff Twitch, alors là, c'est clairement pas un réflexe de prendre YouTube en même temps. Labs fait très bien le taf. XSL Labs, c'est de quoi que tu parles, les Axe ? Alors les capsules temporaires, c'est des solutions qui permettent justement de faire passer cette legacy à travers le temps, sa legacy à travers le temps. D'accord. Donc ça voilà, c'est... J'en ai pas entendu parler. Et du coup, c'est écrit comment ? XXL Labs ? Sympa compte de mon équipe. Ça c'est parfait le compte. Avec grand plaisir. D'ailleurs, il faut qu'on se fasse un apéro prochainement. Voilà, je profite pour faire passer mon message comme ça. Salut Max, comment ça va ? Max, ça se trouve c'est pas toi, mais t'es Max du Discord. Arrivé un peu tard. Hop. Mais ouais, l'écologie, c'est vrai que ça va être un challenge. Ouais. Après, il y a quand même énormément de choses qui ont déjà été faites pour débunk le sujet, expliquer que Bitcoin ce n'est pas une perte d'énergie, expliquer que le minage a une vocation quand même à être vert, expliquer qu'il peut y avoir des vraies évolutions écologiques en passant sur une monnaie saine, que finalement ce sera plus écologique. Et c'est vrai que c'est une vision qui se défend. Moi, j'étais toujours dans l'écologie avant, c'est quand même un sujet qui est important à mes yeux. Je pense que, après avoir quand même pas mal cherché, je suis quand même convaincu que Bitcoin sera un net positif pour l'écologie. Il faut juste réussir à éduquer les gens par rapport à ça, apporter des preuves, des arguments, faire des études, travailler également d'un point de vue tech. Hein. Il faut quand même que cette réalisation, cette idée soit réalisée, parce que ça reste que hypothétique, tout ce qu'on dit par rapport à l'écologie qui polluera moins. C'est un pari qu'on fait sur le futur de cette industrie, c'est un pari qu'on fait sur un peu le futur de l'écologie Bitcoin, à se dire ok, la game theory dit que le mineur doit chercher un coût de revient qui est le plus petit possible, ça viendra donc avec de l'énergie gâchée, non exploitée ailleurs et souvent renouvelable ou avec des sources très clean, on va dire. Ouais.
T'as également tout un argument avec le minage à domicile, comme on l'a vu avec Sato et que t'as déjà exploité, qu'on voit avec finalement même les centrales nucléaires, au lieu d'avoir un ajustement de leur puissance, on peut la mettre un peu constante parce qu'on met du minage, créer des nouvelles infrastructures en Afrique. On a les exemples concrets d'écoles. On a plein de cas d'écoles, on a de la théorie, on a une logique mathématique qui veut que théoriquement on a raison. Après, on ne sait jamais comment le marché peut évoluer. Il peut très bien y avoir des réglementations complètement absurdes et de l'interventionnisme qui fait que cette vision ne se réalise pas parce qu'on met des taxes qui font que c'est plus rentable, on empêche certains écosystèmes de se développer. Mais à long terme, si ça marche et Bitcoin est rentable et s'installe comme étant quelque chose de solide à travers le temps pour garder son argent et avoir une vraie épargne, je pense que le minage deviendra juste une notion de sécurité nationale au même titre que la défense et l'infrastructure informatique. Aujourd'hui, c'est important que l'État ait une bonne infrastructure contre des cyberattaques, c'est important qu'on mette de l'argent là-bas, c'est important qu'on défende, ça fait partie de notre sécurité. Je pense que l'État sera forcé d'adopter la même approche avec Bitcoin, et on le voit déjà avec Miami, qui essaie de miner du Bitcoin. On le voit déjà avec le Venezuela, on le voit déjà avec des pays, des nations qui acceptent, qui encouragent, voire même qui rachètent les bitcoins minés dans leur territoire. Ça va être de la game theory et je pense que Bitcoin va gagner. Du coup, le mythe de l'écologie destructive va disparaître. Après, peut-être que je me fais complètement défiler. Alors, je sais pas comment tu réponds à cet argument-là, et même dans le chat, si vous avez déjà été confronté à ça. Mais moi, rapidement aussi, quand on vient de me dire « Ouais, mais ton truc, c'est un gouffre énergétique, ça dépense plein d'énergie pour ça », c'est toujours compliqué de réussir à répondre à ça parce que, du coup, c'est des personnes, forcément, qui sont pas dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'elles ne voient pas encore la valeur qu'il y a dans Bitcoin. Quand toi, tu essaies de leur faire comprendre la valeur, ils te disent « Ouais, ok, toi, tu perçois cette valeur-là. » Mais c'est-à-dire que, comme toi, tu vois ça, tu t'autorises à détruire la planète pour tout le monde et à dépenser plein d'énergie pour tout le monde. Et pour autant, quand toi, tu veux essayer de leur faire une comparaison en disant « Ouais, mais t'as vu, par exemple, les vidéos de chatons sur Internet, ça consomme tout autant d'électricité. » Ils te disent « Ouais, mais ça, c'est déjà en place. Et c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que qu'il faut ne pas regarder à cet endroit-là, tu vois. » Et en fait, comme c'est nouveau, t'as le combo nouveauté, plus les gens voient pas l'intérêt, ça fait qu'en fait, ils acceptent aucun argument contre ça. Et je sais pas, toi, si t'as déjà été confronté à ça ou comment tu peux y répondre, mais ça, j'avoue que je suis un peu bloqué pour répondre à ce genre de truc. Ouais, c'est excellente question. J'ai clairement eu la situation, je pense que tout le monde dans le chat l'a déjà eu, la question fatidique de finalement Bitcoin ça sert à rien, pourquoi vous dépensez de l'énergie, quoi. Ouais. C'est toujours la question la plus compliquée à répondre. Clairement, même moi dans ma chaîne, j'attends, là je vais l'aborder très très prochainement, mais je retarde l'échéance parce que c'est compliqué parce que ils comprennent pas le minage, ils comprennent pas l'intérêt économique, ils comprennent pas c'est qui les acteurs, ils comprennent pas ça sert à quoi de miner, et en même temps ils voient que l'effet négatif. Donc t'as tout l'effet négatif qui est vachement visible, mais l'effet positif n'est pas du tout visible à leurs yeux. Ouais. Du coup déjà tu pars sur un déséquilibre complet. Faut des fois en plus leur expliquer c'est quoi le minage littéralement. Donc déjà tu perds une demi-heure là-dessus. Donc je suis d'accord avec toi, c'est complètement galère. Je suis encore en train de travailler mon approche pour que ça soit le plus simple et clair possible. Souvent je pars quand même à ce moment-là sur l'économie autrichienne, en mode je leur explique simplement que ouais je suis d'accord, mais finalement les bienfaits que ça va apporter à la société sont genre ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce que justement on pourrait arrêter l'impression monétaire et donc d'avoir on va dire trop de mal investissement. En fait, c'est plus l'idée du mal investissement que j'essaie d'aborder. Donc ton angle d'attaque, c'est d'essayer de résoudre l'argument qui est en fait, il voit pas la valeur dans Bitcoin. S'il arrive à voir la valeur dans Bitcoin, en fait, cette question-là se posera même plus, quoi. Non, j'essaie plus de leur expliquer que dans un monde avec une monnaie saine et une économie bien gérée, il y a moins de mauvais investissements et du coup moins de pollution dans ce sens. Tu vois, on peut plus aller sur du long terme quand on est dans une monnaie saine. Quand on est dans un système avec une monnaie qui a vraiment une vocation à garder sa valeur dans le temps, on diminue en fait notre espérance, notre projection par rapport au temps, et du coup on pense beaucoup plus long terme. On pense à qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit avoir dans 5 ans, 10 ans, etc. Tu vois. Ouais. Et parce qu'on doit faire attention à notre argent, on doit réfléchir, on doit quand même économiser. Et quand tu commences à dire ça, les gens sont à peu près... Ils comprennent que d'un côté tu vas faire plein d'investissements, tu vas créer plein de nouveaux trucs, tu vas aller très vite pour changer, pour essayer de créer du hype, de l'entertainment, créer des nouveaux stades,
alors que finalement, tu pourrais te reposer sur des trucs un peu plus importants, on va dire, pour du long terme. J'essaie vraiment de les apporter là-dessus. Mais ça dépend encore une fois du profil de la personne, tu vois. Yes. Parce que si tu sais à qui tu t'adresses, t'as beaucoup plus de... Oui, évidemment. Tu peux tout de suite aller dans un angle ou un autre, tu vois. S'il est bon en tech, bah voilà, tu vas lui dire que finalement, ça pollue pas tant que ça en termes de transactions par seconde, tu vois. Tu peux expliquer... Ou t'expliques pourquoi c'est pas grave que ça pollue, ou t'expliques que finalement ça pollue pas tant que ça comparé au reste. Ouais. Et un truc, ouais, et tu vois, Yax qui a essayé de répondre, Yax, je peux te répondre à tes trucs. Tu vois, par exemple, 70% d'énergie verte, ok, mais c'est-à-dire qu'il y en a 30% déjà de trop qui sont pas verts. Et ensuite, c'est parce que c'est l'énergie verte que tu as le droit de l'utiliser. Et que voilà, tu vois, dans un monde où tu essayes d'optimiser les choses, bah, si tu pouvais ne pas utiliser d'énergie du tout, ce serait encore mieux, tu vois. Et donc, en fait, juste pour eux, si c'est de la dépense inutile, ils s'en foutent à moitié que tu aies de l'énergie verte dans ton truc. Et puis, combien il faut d'énergie pour faire tourner une imprimante type Banque de France? Ils vont te dire, oui, c'est vrai, mais sauf que le dollar, l'euro, je l'utilise tous les jours dans mon quotidien, c'est essentiel. Donc, je peux pas me passer de ces dépenses-là énergétiques. C'est pour ça, en fait, le combo nouveauté plus je vois pas la valeur qu'il y a dans ton truc, ça fait que c'est ultra compliqué de trouver des arguments qui sont cohérents, en fait. Le compte de Monte Crypto. Question perso qui tue. Comme beaucoup, je ne serai jamais pleinement satisfait du nombre de bitcoins que j'ai accumulé. Est-ce que tu ressens la même chose? Ouais. Oui, évidemment. Je pense que toutes les personnes qui sont vraiment convaincues de l'écosystème doivent ressentir ça, j'imagine. Je pense pas être le seul là-dedans. Je sais pas pour toi, Roxy, mais clairement, j'ai un DCA en place. J'essaie régulièrement d'accumuler plus de Bitcoin. J'ai une toute petite partie de mon capital, mais qui est quand même allouée à des altcoins sur un point de vue court terme pour justement essayer de faire des leviers d'obtenir plus de Bitcoin. C'est ma seule vocation qu'ont mes altcoins, c'est de faire plus de Bitcoin derrière. Donc je suis très clairement dans une recherche de Bitcoin toujours plus. Et je pense que c'est dans la nature de l'homme de vouloir toujours plus. D'ailleurs, si la théorie des jeux marche, si Bitcoin marche, c'est bien parce que l'homme veut accumuler toujours plus. Donc je pense que c'est juste dans notre nature même d'en vouloir encore plus derrière. Après, je sais pas pour toi, Roxy, est-ce que toi, tu as cette frustration justement, de toujours en vouloir plus, de vouloir accumuler, de te dire j'ai pas assez de Bitcoin encore? Ouais, clairement. Alors, je pense que que tu viens de décrire, tout le monde là, ou tout le monde là, tu vois, à un moment, une phase, tu vois. Je pense qu'elle peut durer très longtemps, mais peut-être qu'un jour tu te diras, bon, bah, tu vois, je me dis souvent ça, tu vois, souvent je me dis, putain, je pourrais faire plus, comment est-ce que je pourrais réussir à avoir plus de Bitcoin, j'aurais dû acheter avant, tu peux avoir des remords, tu vois, ce qui est humain. Tu peux te dire, fais chier, putain, j'ai loupé le train, comme tes amis qui te disaient, ben non, c'est déjà à 60 000, j'ai loupé le train, bah tu te disais pareil avant, et tu te redisais pareil avant, tu vois, et tu t'es déjà dit que tu avais loupé le train, mais finalement, bah non, tu vois, tu devrais être content de là où tu es rentré dans Bitcoin. Tu devrais être super content d'être déjà tellement early dans cet écosystème. Tu devrais déjà te dire que tu as pu accumuler tellement de Bitcoin comparé au reste, que c'est genre ton devoir d'aider l'écosystème et genre de redistribuer à travers le temps, parce que putain, c'est genre... C'est vrai qu'on est quand même rentré dans les 15 premiers pourcents, quoi. Ouais. Enfin, si ça marche, dans l'idée. Donc, toutes les autres personnes vont penser la même chose. Vraiment normal. Toute ma vie, oui, je me dirais, putain, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais mis all-in à 2005, tu vois. Forcément. J'aurais mis all-in à 2005, ça change tout, tu vois. Pour moi qui suis par exemple de l'année 2017. Mais de la même façon que, bah voilà, t'es content de ce que t'as. Moi je me dis, je fais les bonnes choses, ou du moins j'essaie au maximum de la capacité d'un être humain à essayer de faire les bonnes choses. J'aurais tout donné pour ça, tu vois. À un moment j'ai fait mes choix, j'ai fait mes erreurs, j'ai appris de mes erreurs, tu vois, j'ai perdu plein de bits, enfin j'ai perdu de la thune. Alors avec des altcoins tout 2018, tu vois. Yes. Même encore aujourd'hui, je me dis ouais putain, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais vendu, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas mis autant là, qu'est-ce que ça aurait été si j'aurais juste genre mieux étudié au début. Mais finalement toutes ces erreurs, ça fait partie de ton... C'est tes cicatrices, tu vois, tu payes ton éducation d'une certaine sorte. Et bah voilà, nous on a fait l'université de la shitcoinerie, on a appris de nos erreurs, et justement cette cicatrice, ces bitcoins que tu n'as pas, ce regret, ça devrait être ta force pour continuer à te dire bah putain, tu vois, ça c'est mes erreurs, bah je vais pas les refaire et je ferai mieux la prochaine fois. Après, juste pour nuancer mes propos, moi j'ai un début de changement de pensée par rapport à ça. Alors, je suis très loin d'avoir accumulé assez de bitcoin à mon goût, voilà, et j'ai pas 150 bitcoins sur mon wallet, hein, donc ça sert, voilà, c'est pas pour ça que je dis ça, mais le fait qu'aujourd'hui j'ai aussi entamé d'autres projets qui sont hors crypto, notamment justement la startup que je développe à côté, fait qu'aujourd'hui je suis aussi sur un questionnement de comment est-ce que je découpe mon temps et quelle valeur je donne à mon temps. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu disais comment est-ce que je fais pour accumuler plus de bitcoin. Et moi, il y a un an,
J'écrivais pas mal d'articles pour différents médias. J'ai écrit pour Journal du Coin, j'ai écrit pour Coin Tribune. J'ai pas écrit pour Cryptos, mais au moins pour ces 2 premiers-là, j'ai écrit. Et l'objectif, c'était d'écrire pour recevoir du Bitcoin et accumuler plus de Bitcoin derrière. Et aujourd'hui, je suis plus forcément autant dans cet état d'esprit-là. Je suis plutôt à réfléchir sur comment est-ce que je me libère du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Et du coup, je fais en sorte d'avoir ce qu'il me faut pour vivre, ce qu'il faut pour pouvoir continuer à évoluer et tout ça. Mais c'est surtout du temps en fait que je recherche aujourd'hui, plus que par exemple accumuler du Bitcoin ou quoi que ce soit, quoi. Iax, alors non, je suis pas de la team. Alors c'est quoi EELV, Europe, Écologie, les Verts, ouais, c'est ça. Donc non, je suis pas de cette team-là. Non, justement, je me mettais dans la peau justement de quelqu'un qui voulait juste détruire ton argument du 70% d'énergie verte en disant que même si c'est déjà toujours trop en fait. Voilà, je sais pas. Ouais, Cryptost, c'est ta première startup que tu essaies de créer, ou t'as déjà créé un petit Cryptodidact, qui est un beau projet. Cryptodidact, comment ça se passe? T'as déjà entrepris avant? Ouais, bah alors non, j'ai jamais entrepris avant. Moi, pour faire très très rapidement, parce que c'est pas le but de parler de mon parcours, mais j'ai été 2 ans développeur suite à mes études. Pendant que j'étais développeur, j'ai monté Cryptodidact, donc en 2017. Et après, j'ai quitté mon taf de développeur, j'ai créé Cryptodidact. Aujourd'hui, je vis de Cryptodidact. Mais c'est pas une startup dans le sens, à mon sens, c'est pas une startup dans le sens où c'est plus une petite entreprise, quoi. Si on est quelques-uns dedans, j'ai quelques personnes qui gagnent de l'argent grâce à Cryptodidact, dont moi. Mais on n'a pas une vocation genre à être à l'international et avoir 5000 clients, pas du tout. Donc voilà. Et à côté, je suis en train de créer une startup, mais ça n'a pas de rapport avec les cryptos, mais ça a un rapport avec les réseaux sociaux, mais pas avec les cryptos, où j'essaie de monter un community manager virtuel pour les startups, pour les aider à faire leur communication. Et là, du coup, je suis plus en mode startup où on essayait de créer et d'avoir des clients et ainsi de suite. Mais du coup, la gestion du temps, depuis que je suis devenu entrepreneur startup et pas uniquement avec Cryptodidact et surtout avoir multi-projets, en fait, la notion du temps est devenue quelque chose qui était bien plus importante pour moi. Parce qu'il y a un moment, en fait, j'ai eu cette impression de j'ai plus le temps de rien faire, et notamment au niveau perso. Et en fait, j'ai aussi réappris à me dire, ok, en fait, le temps, c'est aussi quelque chose on apprend à le dompter, on apprend à le faire, et dire j'ai pas le temps, bah en fait, ça marche pas forcément. C'est surtout comment est-ce que tu veux réorganiser ton temps et revoir tes priorités, quoi. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, tu vois, j'ai plus, là où avant j'étais plus, mon temps, il faut qu'il serve à faire de l'argent. Aujourd'hui, je suis plus dans un mood, mon argent doit me servir à me donner du temps. Et j'ai un peu inversé cette relation-là. Et du coup, c'est un peu différent, notamment ma relation avec le Bitcoin, quoi. Voilà. Eh ben écoute, c'est absolument super, c'est passionnant. Et t'as bien raison d'entreprendre, et t'as complètement raison que ce que tu vis, c'est normal. C'est vachement galère de gérer plusieurs startups en même temps. J'étais dans la même situation que toi, je connais d'autres gars qui sont pareils. Paul qui était venu parler à l'univers Bitcoin, tu vois, il gère plusieurs startups, des gens comme ça, il y en a un paquet autour de nous. Et donc forcément le temps c'est le problème, et t'as complètement bien fait de changer ton paradigme, parce qu'en effet ton argent doit servir à faire du temps. C'est le temps le plus rare, le plus important. Donc il faut vraiment réussir à l'optimiser, il faut réussir à être assez efficace, il faut réussir à séparer les projets, leur donner leur importance, tu vois, et après délimiter des périodes de temps prédéfinies pour chaque truc, et toujours mettre en avant les choses qui sont les plus importantes. Et ça, c'est avant tout ta santé personnelle. Donc il faut faire du sport, tu vois, il faut prendre le temps de faire des pauses, parce que tu seras beaucoup plus efficace. C'est une question de gestion de temps, tu vois, et d'efficacité. Et clairement, du coup, moi j'étais pareil, j'étais trader à temps plein, tu vois, et en plus de ça, j'ai commencé Découvre Bitcoin. Ouais, même avant, tu vois, d'autres scénarios dans le même style. Ouais. Et forcément, t'as encore l'autre projet qui prend beaucoup de temps, et t'as pas encore switch 100% au premier. Mais à un moment, il faut que tu fasses une décision, que tu te dises, ok, j'ai déjà bien accumulé des bitcoins, tu vois, j'ai déjà fait à peu près des choses bien. Maintenant, il faut que je bouge à quelque chose d'autre qui va me permettre, où je pense que c'est le prochain move, tu vois. Et je pense que, par exemple, libérer du temps pour être plus sur la startup, où c'est vraiment le truc important, parce que si tu donnes pas 100%, autant arrêter tout de suite. Dans ce cas, tu retires un petit peu toutes les espérances de gain avec tes bitcoins en jouant en bourse. Du coup, tu passes sur une problématique plus de placement long terme, qui te permettra plus tard d'avoir beaucoup de temps. Et donc c'est du hodl, grosso modo, tu vois, t'essaies plus de parier, tu te détaches du prix un petit peu, et tu mets tout ton temps dans ton nouveau projet qui, pour potentiel, te permettra de vivre, te permettra d'accumuler plus de bitcoin, parce que tu pourras continuer à dollar cost average avec les revenus que tu fais, qui va t'apporter une nouvelle expertise qui pourra être réexploitée dans le futur, etc. Donc c'est vraiment important, tu vois, de bien penser déjà à ton temps et ton espace personnel, et après, dans ce qui reste de temps que je suis prêt à mettre dans le boulot, qu'est-ce que je devrais mettre dans la nouvelle startup si je donne tout, et comment est-ce que je peux réduire un maximum le temps que je passe à être en bourse
pour maximiser les gains que j'ai. Tu minimises le temps que tu passes à essayer d'être en bourse, mais tu maximises les potentiels profits. Ça. Et ouais, et puis le temps, c'est quelque chose d'important. Là, je vois Yax qui dit un conseil, ne jamais sacrifier le temps pour sa famille et les amis. Mais clairement, le temps pour la famille et les amis, comme disait Roxy, le fait de faire du sport, le fait de prendre du temps pour toi. Genre, moi, il y a pas longtemps, je culpabilisais sur le fait de, par exemple, un moment, aller faire du sport ou prendre du temps pour lire. Je culpabilisais, je fais, mais attends, mais je suis pas en train de taffer là. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, bah non, mais ça te permet d'être encore plus productif derrière. Et du coup, des fois, il y a des gens, ils me regardent, ils voient ma journée, ils font, tu branles quoi? Enfin, genre, t'es encore en pause là? Mais justement, apprends à gérer ton temps, apprends à faire les choses. Et voilà. Après, sur le temps, le développement personnel et tout ça, il y a tellement de discussions à avoir. Voilà. Ouais, c'est plutôt passionnant comme sujet. Clairement. Mais tu vois, tout ça, moi, je l'ai appris avec le trading. C'est pour ça que je peux pas cracher sur les traders, tu vois, parce que j'aime bien cette philosophie d'amélioration constante de ton temps, d'optimisation, parce que il faut être efficace, tu vois, il faut être bon. Donc le trading a quand même énormément de choses positives pour la discipline, parce que pour être un bon trader, il faut être discipliné. Donc tu dois travailler cette discipline qui derrière te sert toute ta vie en soi. Ouais. ACDC, est-ce que Elon finalement n'est pas l'écosystème Bitcoin, on revient au crypto, indirectement avec son Doge qui permet de up son bad. Alors attends, est-ce que Elon n'est pas l'écosystème Bitcoin avec son Dogecoin qui permet de up son back de Bitcoin? C'est-à-dire, tu veux dire que le fait qu'il fasse de la promotion de Dogecoin s'il en a et qui lui permettra après de se racheter plus de Bitcoin? J'ai pas tout à fait compris la question ACDC. Je pense qu'il veut dire que Elon finalement il fait de la pub pour l'intégralité du crypto market. Et du coup, indirectement, ça aide Bitcoin qui est son bag. Du coup. Mais dans ce cas-là, il pourrait faire de la pub uniquement pour Dogecoin directement, quoi. Pour Bitcoin. Ouais, mais non, justement, il le fait indirectement parce que c'est plus memeable, tu vois. C'est plus fun comme meme, et puis ça le détache, ça fait pas que c'est un truc direct, ça fait qu'il est moins surveillé, ça veut dire que c'est moins agressif. Il y a pas mal d'arguments pour défendre Dogecoin qui est finalement une blague. Du coup, c'est bien parce que personne n'est gagnant, entre guillemets. Enfin, c'est une blague, tout le monde sait que c'est une blague. Bah ouais, mais non, moi je suis pas d'accord avec cet argument. Enfin, moi c'est quelque chose qui me dérange, la communication de Elon Musk par rapport à tout ça. Parce que pour moi, en fait, la communauté que Elon Musk va toucher, c'est une communauté qui est non crypto et qui du coup ne sait pas forcément que Dogecoin est une blague. Et il y a toujours la question du ouais, mais c'est la sélection naturelle, ils avaient qu'à se renseigner avant d'investir ou quoi que ce soit. Mais moi, ça me dérange un peu que quelqu'un qui est aussi influent que lui fasse de la promotion d'une blague, tout en sachant qu'il va avoir dans sa communauté des gens qui vont suivre aveuglément sans se rendre compte que c'est une blague. Moi, c'est vrai, éthiquement parlant, j'ai un peu du mal avec cette communication de Elon. Elon, c'est quelqu'un que j'adore, un point de vue entrepreneurial, ce qu'il fait. Enfin, moi, je suis en plus un grand fan d'astronomie et tout ça, donc voilà, je suis beaucoup ce qu'il fait à côté. Mais juste cette partie-là, avec le Dogecoin, j'ai un peu plus de mal personnellement. Ouais, il faisait la même avec Tesla avant. Ouais, mais Tesla, il jouait avec sa propre boîte, tu vois. Enfin, et je suis pas non plus ultra d'accord avec ce qu'il faisait non plus de, tu vois, de shorter, enfin Et encore, non, je sais pas. Pour moi, c'est différent parce que il venait emmerder des gens qui étaient déjà placés, tu vois. Il donnait pas un conseil en investissement. Quand le mec il parle tout le temps de Dogecoin, il fait de la, il se marre dans l'écosystème, il joue avec tout le monde, il sort la vague. Quand il t'écrit des tweets, des fois, il y a pas de mal parce que tout le monde sait que c'est une blague. Il y a personne qui va acheter du Doge sérieusement. Par contre, ça peut les pousser à s'intéresser au milieu. Alors oui, ils vont d'abord tomber dans le trading et les shitcoins. Et ils vont se faire rect. Ok. Mais indirectement, ça va aider l'écosystème Bitcoin. Ouais, mais si tu veux, quand... Genre, par exemple, il y a pas longtemps, il a eu la discussion avec quelqu'un qui, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, et lui, il fait, ouais, si en fait, Dogecoin était un peu moins centralisé, il parlait en termes de taille de portefeuille des principales adresses, il fait, Dogecoin serait un meilleur investissement. Et enfin, serait une meilleure valeur. Et il y a quelqu'un qui lui répond derrière, bah pourquoi est-ce que c'est pas Dogecoin que vous avez pris avec Tesla et que c'est du Bitcoin dans ce cas-là? Et là, il lui répond, bah parce que je suis pas seul à avoir pris le choix en fait. Et tu vois, ce tweet, il est quand même super ambigu. Et t'es quelqu'un qui connaît rien à tout ça, ben t'as envie d'aller sur du Dogecoin quoi. Enfin voilà. Après, c'est pas non plus. Non. Tu vois, après pour moi, ce qui fait quand même à côté avec Tesla, le fait que Tesla ait du Bitcoin, accepter les Bitcoins, surtout le fait d'accepter les Bitcoins. Il y a aussi, alors ça c'est un truc que le grand public verra pas, mais Yax le souligne, c'est le fait qu'ils ont dit aussi qu'ils allaient conserver leur Bitcoin. Alors on n'est pas sûr que ce soit avec BTC Pay Server, mais bon, vu le fait qu'ils aient fait une mise à jour sur BTC Pay Server qui est open source, ça pousse à croire quand même qu'ils ont utilisé ce logiciel-là. Donc ça, je trouve que c'est des trucs qui sont ultra positifs. Et Elon Musk, c'est un mec qui est super intelligent, donc il sait ce qu'il fait. Mais juste des fois, je pense qu'il
ils surestiment un peu trop sa communauté par rapport à leur capacité à avoir un libre arbitre. Voilà. 62% Dodge aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Puis après, le Dodge, après, Dogecoin, on l'a toujours connu comme ça. Hein. C'est des pumps de fou de temps en temps. Après, il retombe. Et puis voilà, c'est le Dead Cat Bounce. Si je devais prendre un graphique pour représenter le Dead Cat Bounce, c'est du Dogecoin. Ouais. Bon, écoute, ça fait 3 heures. Ouais, clairement, ouais. Je pense qu'on va arriver tranquillement. De clôturer, ça te dérange pas. Heureusement que Elon Musk n'a pas connu BitConnect. T'imagines Elon Musk qui fait la promotion de BitConnect? Non, quand même pas. Et j'ai quand même plus d'estime en lui que ça. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là, les petits gars. Enfin, en tout cas, on va clôturer. Merci Roxy d'être passé, d'être venu, d'avoir accompagné tout au long de ces soirées, que ce soit pour le LAN quiz et de l'avoir gagné en plus. Et puis d'avoir présenté ton projet Découvre Bitcoin et d'avoir parlé de l'écosystème plus globalement. C'était vraiment super intéressant comme discussion. Je pense que il y a beaucoup de sujets très importants et assez profonds qu'on a abordés aujourd'hui, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Donc voilà. Eh ben écoute, Cryptodidacte, merci beaucoup d'avoir organisé ce petit event. Le LAN quiz c'était top. En plus j'ai gagné, je suis content. J'ai battu Lunas, c'est plus sec et important avant toute chose. Je comprends. Merci pour ce que tu fais pour la communauté depuis aussi longtemps. Merci à tous les viewers qui sont restés pendant 3 heures. Pour certains, c'est trop ouf. Montez les autres, vous savez qui vous êtes. Yak, etc. Et pour tous les téléspectateurs, enfin pour tous les viewers, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, partager. Je te fais ta petite pub. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. On pourra y répondre et débattre. Comme tu l'as dit, on a abordé quand même beaucoup de sujets. J'ai peut-être pas fait au sujet écologie. Faudrait que tu prennes Sébastien un jour ici. Yes, carrément, Gouspillou, avec grand plaisir. En plus, on commence à se connaître un petit peu, Gouspillou et moi, donc avec grand plaisir. Mais ouais, non, c'était vraiment super intéressant. Et du coup, pour tout le monde, n'hésitez pas à aller suivre, évidemment, Découvre Bitcoin aussi, que ce soit sur YouTube, mais il a aussi un Twitter et son site. Donc voilà, allez-y, si jamais vous voulez retrouver plus de Découvre Bitcoin, ça ne peut faire que du bien. Donc voilà. Merci mon lapin pour cette soirée, merci à ton invité également. De rien, Yax, c'était avec grand plaisir. Hop là. Et t'as vu, j'ai mis ta news dans le Crypto Café d'aujourd'hui. Nickel. Crazy time. Merci à tous d'avoir suivi, c'était vraiment cool. Donc voilà, on va vous laisser là, parce que ça fait déjà 3 petites heures qu'on est en live, donc c'est déjà pas mal. Et puis voilà, après on verra, j'annonce ça comme ça en mode furtif, mais c'est possible qu'il y ait des lives clandestins qui se lancent de temps en temps le matin, pourquoi pas autour du Crypto Café, s'il y en a qui veulent réagir aux news et réfléchir sur les news. Voilà, on verra. C'est peut-être quelque chose qui arrive dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, c'était vraiment super chouette. Et avoir des invités comme ça, moi, ça me motive à faire des lives toutes les semaines juste pour avoir plein de discussions comme ça, parce que c'est vraiment trop cool de pouvoir en avoir. T'as raison, on va mettre la caméra pour la clôture. Comme ça, il va être cool pour les gens. On met la caméra carrément. Alors attends. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Yeah. Alors, pour l'instant, ta caméra est en train de se rallumer tranquillement. Yeah. Alors, hop. Parfait. Hop là. Ok. Voilà. Bon, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Découvre Bitcoin, carrément. Twitter. Il faut y aller. Des lives, des interviews, des cours, la formation Teachable si vous voulez apprendre, etc. Yes. Bon bonne soirée. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Tchuss.